Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube ou en podcast puisqu'on est absolument partout. La colonisation, c'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Encore il y a quelques mois, c'est celle de l'Algérie qui était sur le devant de la scène, mais dans les faits, eh bien, en général, on ne sait pas trop comment ça s'est passé. Quels étaient les États présents avant l'arrivée des Européens? Comment l'invasion s'est déroulée? Et qu'est-ce qui a été mis en place après? Eh bien, pour en savoir plus, j'ai le plaisir de recevoir Camille Lefebvre, une spécialiste de l'histoire de la colonisation et de la décolonisation de l'Afrique de l'Ouest, en particulier de la région du Sahel, ainsi que de la question des frontières. Actuellement, elle est directrice de recherche au CNRS, directrice d'études à l'EHESS et membre de l'IMAF, l'Institut des mondes africains. Elle a écrit de nombreux livres et articles sur le sujet, comme Frontières de sable, Frontières de papier, Histoire de territoire et de frontières du djihad de Sokoto à la colonisation française du Niger, 19e, 20e siècle, en 2019, c'était tout le titre, mais aussi des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, en 2021. Bonjour Camille. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Je suis ravie d'être là. Ah bah écoute, moi aussi, je suis ravi de t'accueillir pour parler de ce sujet, de l'histoire de la colonisation. Dernièrement, d'ailleurs, dans l'émission, on a fait une émission sur la décolonisation, notamment de la Guinée. Moi, j'ai découvert plein de trucs. Bon, là, on va explorer d'autres territoires et ça va permettre tout ça aux auditeurs et à moi-même d'en apprendre un petit peu plus sur ces périodes qui font encore beaucoup parler actuellement, et tant mieux. Tant mieux, effectivement, c'est parce qu'il y a encore de la marge pour qu'on en parle, parce que c'est un sujet avec lequel on n'est pas toujours encore très à l'aise. Et donc, je pense que plus on va en parler, plus on va arriver à dépasser quelque chose qui est encore compliqué pour beaucoup d'entre nous. Bon, alors avant de commencer, j'ai une petite question que je pose à tous les invités. Comment est-ce que toi, t'en es arrivé à travailler sur la décolonisation? Alors moi, j'ai commencé à la fac en première année. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je ne savais même pas que ça existait, qu'on pouvait être historien ou historienne. Et puis, en licence, j'avais envie de travailler en master sur tout sauf la France. Donc, j'ai été un peu chercher dans tous les sens. Et puis, finalement, j'ai trouvé que l'Afrique était vraiment un domaine de recherche où il y avait encore plein de choses à faire, où il y avait encore plein de documents qui n'avaient pas été vus, plein de questions qui étaient encore très ouvertes. Et donc, j'ai décidé de faire de petites histoires de l'Afrique, sans avoir jamais été sur le continent, ni rien connaître sur le continent, ni avoir de lien familial particulier avec le continent. Et c'est un choix que j'ai jamais regretté, parce qu'effectivement, c'est un domaine de recherche où il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Tu travailles sur quel type de ressources, du coup? Alors, ça dépend à quel moment de ma vie ou de ma carrière, hein. J'ai commencé en master en 2002. Tout de suite, j'ai commencé à travailler sur le Niger. J'avais un directeur de mémoire qui nous disait au mois de janvier, faut aller sur le terrain. C'était vraiment important pour lui, dans la manière d'être un historien ou une historienne de l'Afrique. Il fallait aller sur le terrain, faire des enquêtes orales, rencontrer des gens, travailler avec les gens dans les universités. Et donc, ma première expérience, ça a d'abord été ça, d'aller au Niger, de commencer à travailler avec des collègues sur place, d'aller dans le terrain. À ce moment-là, je travaillais sur la frontière du Niger et de l'Algérie. Donc, voilà, prendre des tatibos pour aller au fin fond du pays, faire des enquêtes. Donc, il y a cette partie-là de terrain, d'enquête orale, qui est très importante en histoire de l'Afrique. Il y a une autre partie qui est énorme, c'est les archives. D'abord, les archives coloniales, parce que les colonisateurs ont énormément écrit, plein de types d'archives différentes, qui vont des archives qui sont en France, par exemple aux archives nationales d'outre-mer, jusqu'aux archives qui sont restées sur place, plus locales, qui racontent plus le quotidien de la colonisation. Et après, une partie énorme de mon travail, c'est de chercher des documentations en langue africaine et de m'intéresser aux manières dont les gens dans ces sociétés du Sahel ont raconté leur propre histoire dans leur propre langue. Mais ça, j'ai commencé à faire quand j'ai appris une langue africaine, en l'occurrence le Haoussa, que j'ai appris en France, qu'on peut apprendre à Paris, à l'INALCO. Alors, c'est une langue importante, c'est une langue qui est parlée par 90 millions de personnes. Il faut se rendre compte, c'est la deuxième langue du continent africain. C'est une langue dans laquelle il y a Haoussa, RFI Haoussa, DPVE Haoussa, une chaîne chinoise en Haoussa. Mais c'est une langue aussi dans laquelle il y a des récits du 19e siècle qui racontent à la fois l'histoire de cette société avant la colonisation et aussi l'arrivée des colonisateurs et qu'est-ce que ça a été que la colonisation de plus près.
Alors, sur le Sahel, alors, à la fois, on sait ce que c'est et on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu c'est quoi le Sahel, qu'on sache de quoi on parle? Parce que c'est là-dessus qu'on va se focus aujourd'hui. Mais alors, justement, c'est un peu une grande question parce que le Sahel, c'est une dénomination géographique qui est assez récente finalement. C'est seulement dans les années 1970 qu'on s'est mis à parler de Sahel. Sahel, ça veut dire rivage en arabe. En gros, c'est les bords du désert. Mais aujourd'hui, on l'utilise d'une manière un peu plus large que ce que ça décrit parce qu'en fait, le Sahel, en réalité, c'est la dénomination géographique du moment où il y a assez de pluie pour cultiver sur les bords du désert. Mais avant qu'on soit dans une région où la culture se fait, et la culture se fait de manière normale, où là, on va être dans la savane africaine. Donc en gros, c'est ce qu'il y a entre le désert et la savane. Il y a cette bordure qu'on appelle le Sahel, qui est une zone semi-aride dans laquelle à la fois on peut cultiver et en même temps où la culture ne peut se faire qu'une fois par an. Pendant longtemps, on a appelé cette région Soudan, euh, avec, à partir de l'arabe, Bilad Soudan, le pays des Noirs. Donc, c'était ce qui était de l'autre côté du désert quand on regardait les choses depuis le Maghreb. C'est comme ça, à la fois, qu'on appelle cette région dans les documentations en langue arabe jusqu'au 19e siècle. C'est aussi comme ça que les Européens appellent ça au 19e siècle. Mais au 20e siècle, c'est devenu problématique parce qu'il y a un pays qui s'appelle le Soudan. Et il y a eu une colonie, le Mali, qui s'appelait le Soudan aussi. Donc, ça devenait compliqué parce que le Soudan, ça renvoyait à plusieurs choses différentes. Donc, aujourd'hui, on parle de Sahel. Mais moi, je vais plutôt parler de région saharo-sahélienne parce que la région sur laquelle je travaille, le Sahara et le Sahel fonctionnent ensemble. Les zones désertiques et les zones semi-arides, elles fonctionnent ensemble. Par exemple, tout simplement dans la région dans laquelle je travaille, qui est le Niger et le Nigeria aujourd'hui, les gens qui sont dans le désert, les Touaregs, ils mangent le grain, le mil, qui est produit dans la région semi-aride au Sahel. Et inversement, les gens du Sahel, ils mangent d'animaux qui ont été élevés par les Touaregs qui sont plus au nord. Et donc, la zone du Sahara et la zone du Sahel, elles fonctionnent en interconnexion. Alors, durant le pré-entretien, parce que oui, on prépare ces émissions, hein, pour ceux qui nous regardent, tu as évoqué le djihad au début du 19e siècle dans cette région. Est-ce que tu pourrais nous en toucher un mot? Alors, c'est une région qui est islamisée depuis très longtemps. Donc, on a l'habitude de considérer que c'est une région qui est islamisée depuis à peu près le 9e siècle. Donc, l'islam est présent depuis très longtemps dans cette région. Mais il y a un des points qui est très intéressant, c'est une région qui est restée quasiment jusqu'au XXe siècle, une région dans laquelle l'islam côtoyait tout un tas d'autres formes religieuses, en particulier animistes, et dans laquelle les musulmans et les non-musulmans vivaient côte à côte ensemble. Il y avait une toute petite partie de la société qui était islamisée, notamment les commerçants transsahariens, les commerçants qui travaillaient avec le monde arabe, et souvent les souverains qui étaient un peu islamisés. Je crois que vous avez reçu François-Xavier Covel qui en parle aussi. Mais en même temps, la majorité de la population, et même les souverains, souvent, ils étaient à la fois musulmans et en même temps et autre chose. Et au 19e siècle, il y a eu un grand mouvement religieux, de renouveau religieux, dans lequel des lettrés musulmans, des gens qui étaient des savants, qui écrivaient des ouvrages, qui suivaient un chef qui s'appelait Ousmane Danfodio, ont lancé un grand mouvement dans cette région pour réislamiser la région. En disant, en gros, leur discours, c'est l'islam qu'on pratique dans le Sahel, c'est un islam qui est corrompu, c'est un islam qui est trop mélangé. Il faut revenir à un islam plus pur, à un islam plus proche du Coran. Et donc, ils ont lancé un mouvement religieux. Et c'est un djihad parce qu'ils ont dit aux différents souverains de la région, soit vous rejoignez notre mouvement, c'est des réformateurs, hein, un peu comme les protestants, hein, ils ont une éthique très de pureté religieuse très forte. Donc, ils envoient des lettres aux différents souverains de la région au tout début du 19e siècle en leur disant, soit vous nous rejoignez, vous devenez euh, des vrais musulmans, comme ils disent, comme nous, soit on va devoir conquérir votre territoire pour nous faire rejoindre le vrai islam. Et donc, ça lance une énorme guerre dans toute la région. Parce qu'il y a un certain nombre de souverains qui disent, bah non, pas du tout, moi je suis déjà musulman, donc vous ne pouvez pas m'attaquer. Ça sera le cas du sultan du Bornou. Il va y avoir des échanges de lettres très importants entre Ousmane Danfodio et El-Kanemi, qui est le grand savant du Bornou.
qui dit à Ousmane Danfodio, dites qu'on n'est pas des vrais musulmans, mais vous êtes venus prier dans nos mosquées à nous, donc ça peut bien considérer qu'on est des musulmans. Donc vous pouvez pas nous attaquer, ça serait illégal, en vue de la doctrine islamique, ça serait fitna. Et donc, ça n'empêche pas qu'il lance un grand mouvement de guerre qui va complètement transformer toute la région, avec d'un côté tous les États qui vont les rejoindre ou dans lesquels ils vont prendre le pouvoir, qui vont devenir un très gros sultanat qui s'appelle le sultanat, qui va s'appeler plus tard le sultanat de Sokoto, la capitale qui va être créée par Ousmane Ben Fodio. Et toute une série aussi de petits États vont refuser, eux, de rejoindre ce sultanat et vont créer des zones aux marges et aux frontières de ce sultanat, qui vont être des zones où on va pouvoir continuer à la fois à pratiquer l'islam et souvent d'autres religions, et notamment Alors d'un point de vue géopolitique, ils continueront d'être en conflit, ce gros sultanat et ces petits États? à peu près pendant tout le 19e siècle. Parce que le sultanat de Sokoto va avoir une logique qui va être impérialiste, d'abord vers le nord, donc vers ce qui est aujourd'hui le Niger. En gros, ça correspond à ce qui est aujourd'hui la frontière du Niger et du Nigeria, qui est en gros un front militaire entre le sultanat de Sokoto et tous ces petits États au nord qui, eux, veulent rester musulmans, mais d'une manière plus ouverte, en continuant à avoir des populations musulmanes au sein de leurs États. Et ensuite, ils vont avoir une logique expansionniste vers le sud, où ils vont chercher à continuer de plus en plus loin, en gros, jusqu'à la confluence de ce qui est aujourd'hui la Benoué et le fleuve Niger. Un point qui est très important dans cette région-là et pendant cette période-là, ça va être la question de l'esclavage. Un des nœuds autour de ce djihad va être aussi la question de l'esclavage, parce qu'au début, ces djihadistes vont dire on ne peut pas mettre en esclavage un musulman. Une partie des choses qui vont être reprochées aux États qui existaient avant, ça va être qu'ils mettaient en esclavage des musulmans. Donc il y a toute une partie des communautés de personnes esclavisées qui vont rejoindre le sultanat, parce qu'il y a une dimension sociale très forte dans ce djihad, qui va être de dire si vous êtes un musulman, vous devenez libre, donc ça va attirer des gens. Et ensuite, ça va devenir un sultanat qui va être expansionniste et esclavagiste. Donc, il va changer en quelque sorte de logique. Plus il va mener des guerres vers le sud, plus il va devenir un État lui-même esclavagiste. Et ça va créer des tensions au sein même du sultanat, avec des gens qui disent on a perdu en quelque sorte le point de départ de votre djihad, qui était de construire une société plus en accord avec l'islam, donc notamment sur la question de l'esclavage. Et donc, ça va complètement se transformer et ça va produire des tensions internes à l'intérieur de ce sultanat même. Donc, on a une géopolitique qui est complètement transformée au 19e siècle, avec des États qui n'ont plus rien. En un siècle, si on prend la carte de la région, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait un siècle avant. Tout est transformé. Et avec un sultanat relativement agressif avec ses voisins. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que parmi les populations islamisées, on retrouvait beaucoup de commerçants. Il me semble que dans ce coin-là, en tout cas, on avait des grandes routes de commerce transsahariennes. Tu peux nous en toucher un petit peu de mots? Il y avait un commerce qui était quand même florissant? Alors, c'est un des points qui est vraiment important pour comprendre les zones saharo-sahéliennes, c'est que c'est vraiment des zones qui sont organisées dans des circulations nord-sud. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de circulation est-ouest, qu'il n'y a pas tout un tas de circulations régionales qui sont très importantes. Mais ce qui structure l'économie de la région, en particulier dans le Sahel et le Sahara central, c'est une circulation transsaharienne qui va en gros depuis ce qui est aujourd'hui la Libye, donc puis ça va jusqu'à Tripoli, ça va jusqu'au port de Tripoli, et ça redescend en gros jusqu'à Kano, qui est la grande ville commerciale du nord, ce qui est aujourd'hui le Nigeria. C'est vraiment l'énorme ville commerciale dans laquelle aboutissent les routes transsahariennes. Alors ensuite, elle recontinue vers le sud, jusqu'à ce qu'il y ait Lagos, jusqu'à Lagos aujourd'hui. Mais la circulation se fait majoritairement entre ce qui est Kano et Tripoli. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux grandes routes transsahariennes qui circulent dans cet espace, deux routes différentes. Et au long de ces routes vont circuler à la fois l'islam, donc notamment parce que les gens font beaucoup le pèlerinage, ramènent des livres, circulent, connaissent ce qui se fait dans le Maghreb, aussi dans l'Empire ottoman, beaucoup avec des circulations avec le Caire et avec la Mecque. Et il y a aussi, au long de ces routes, des circulations évidemment de marchandises. On a parlé tout à l'heure
des animaux qui sont envoyés, des peaux d'animaux aussi, des plumes d'autruche, très, très important au 19e siècle, hein, notamment à la fin du 19e, quand il y a une mode à Paris avec des plumes d'autruche. Beaucoup viennent de cette région-là, hein, parce que les plus belles sont les plus sauvages et elles viennent de cette région. Et quand il y a une explosion de la mode à Paris, ça produit tout d'un coup une explosion de la richesse dans cette région à la fin du 19e siècle. Il y a évidemment beaucoup de trafic esclavagiste, puisque ce qui est intéressant dans le 19e siècle, ce qui permet de comprendre la circulation de cette région, c'est qu'au long du 19e siècle, la traite atlantique, elle est abolie. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit, avec toutes ces guerres, il y a une explosion de l'esclavage dans cette région. Il n'y a quasiment jamais eu autant d'esclaves qu'au 19e siècle dans cette région. Une partie des esclaves reste dans la région. Il y a des plantations. On considère aujourd'hui que Sultanate-Sokoto est une société esclavagiste dont toute l'économie fonctionne sur l'esclavage. Mais il y a aussi encore des échanges sur la traite esclavagiste vers l'Empire ottoman et vers la Mecque et vers le Caire. Donc, il y a une partie des esclaves qui sont emmenés le long de ces routes transsahariennes. Et dernier élément qui est important aussi pour la question des sources, au long de ces routes, il y a des langues véhiculaires, c'est-à-dire des langues que l'on peut parler aussi bien à Tripoli qu'à Kano, quelle que soit la nationalité qu'on a, un peu comme l'anglais d'aujourd'hui, hein, on peut se débrouiller un peu partout en anglais. Et le long de ces grandes routes transsahariennes, il y a deux langues, il y a le Haoussa et le Kanuri, qui sont des langues véhiculaires. Tout le monde en parle suffisamment pour pouvoir commercer. Et à Tripoli, on peut se débrouiller facilement en Kanuri au début du 19e et en Haoussa à la fin du 19e. Alors, le commerce, c'est une chose, mais il y a aussi une activité culturelle qui est assez foisonnante. Alors, il y a aussi une activité culturelle très importante. C'est une région où il y a beaucoup de savants et de lettrés musulmans. C'est un des éléments qui a beaucoup changé l'historiographie de cette région. C'est que depuis quelques années, on s'est mis à se rendre compte qu'en fait, à partir du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, il y avait une production des lettrés musulmans en langue arabe. En quelque sorte, c'est les universitaires de notre époque, hein. C'est des savants, c'est des lettrés, c'est l'élite, hein. C'est un petit nombre de gens qui ont des fonctions religieuses, mais qui en plus de leur fonction religieuse ont aussi une pratique d'écriture à la fois sur la religion, hein. Ils écrivent beaucoup de traités religieux, mais ils écrivent aussi des histoires de la région. Ils écrivent aussi tout un tas de documentation en langue arabe sur cette région. Et là, c'est un point qui est intéressant, c'est qu'on est dans une région où il y a une diglossie. Je ne sais pas si ce mot va dire quelque chose aux gens. Absolument pas. Pour vous donner une idée, c'était comme au Moyen-Âge en Europe, il y a une diglossie au sens où on écrit en latin, mais on parle en langue vernaculaire. Là, c'est la même chose. Les gens, ils parlent dans la vie de tous les jours, ils parlent en Haoussa, en Kanuri, en Tamashek, dans toutes les langues de la région. Mais quand il faut écrire, ils utilisent une langue savante, qui est l'arabe, une langue qui est liée à la religion. Et les traités politiques, les négociations politiques, la correspondance entre les souverains, elle s'écrit en langue arabe. Et donc, il y a une dissociation entre la langue de l'oralité et la langue de l'écriture. Mais on peut complexifier un peu aussi, parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui écrivent les langues vernaculaires en utilisant les caractères arabes. Ça s'appelle l'adjami. Et donc, il y a des gens qui écrivent aussi des choses très ordinaires en utilisant les caractères arabes pour écrire de Haoussa, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de documentation qui sont en langue arabe. Et il y a aussi pas mal de documentation qu'on est en train de découvrir qui sont en adjami, c'est-à-dire des langues africaines écrites en caractère arabe. Donc on a de tout, on a de la littérature comme de la science pure et tu le disais, les trucs du quotidien. Alors, les trucs du quotidien, ils sont plutôt écrits en adjami. Et souvent, c'est plutôt des choses qui auraient été à l'oral et qui vont être mises par écrit, souvent parce qu'il y a un Européen qui est passé par là et qui s'y est intéressé. Par exemple, on a pas mal de linguistes au 19e siècle qui vont, quand ils rencontrent des gens qui viennent du Sahara ou du Sahel, que ça soit à Rio ou à Bahia, donc au Brésil, parce que toute une partie des esclaves de cette région ont été envoyés au Brésil, qui est encore le pays qui pratique l'esclavage à la fin du 19e siècle. Donc, il y a des linguistes, des amateurs de linguistique qui s'intéressent aux langues africaines et qui rencontrent des gens qui sont capables d'écrire en arabe, mais aussi dans leur langue, donc au Caire, à Bahia, à Londres, et qui vont leur demander d'écrire tout un tas de choses dans leur propre langue. Et là,
ça va produire des documents beaucoup plus ordinaires, beaucoup de chansons, beaucoup de récits de vie d'esclaves, écrits de cette manière-là ou racontés de cette manière-là, auxquels on a accès, nous, aujourd'hui, en langue africaine. Bon, alors tout ça, c'était pour faire un petit peu le point sur l'avant des Européens qui vont débarquer. Juste avant d'arriver sur cette partie où on va parler de la colonisation du Sahel, toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu t'es plutôt concentré sur le Niger. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire un petit point spécifiquement sur ce pays avant l'arrivée des Européens? Tout ce que j'ai dit là est valable pour ce qui est le Niger aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas la même échelle quand on travaille avant la colonisation ou après la colonisation. D'abord parce qu'il y a plus d'archives quand c'est la colonisation, quand c'est avant. Avant, il faut quand même le dire, en histoire de l'Afrique, on a beaucoup, beaucoup moins de documents que quand on travaille sur l'Europe au 19e siècle. Ça n'a juste rien à voir. Et on a des documents qui sont beaucoup plus difficiles. Ça, c'est un point qui est important aussi. D'abord parce qu'ils sont dans des langues complexes. On a dit ça peut être en langue arabe, ça peut être en langue africaine écrite en caractère arabe, ça peut être en langue africaine mais du 19e siècle, ce qui demande des compétences compliquées. Ou alors, c'est des documents qui ont été faits par des Européens, parce qu'il y a eu beaucoup d'explorateurs européens qui sont passés dans cette région au 19e siècle, mais ces explorateurs européens, ils parlent un peu les langues, mais ils comprennent partout. Et puis, c'est des observateurs extérieurs, c'est beaucoup des hommes. C'est même dans cette région que des hommes. Donc, ils ne peuvent pas rentrer dans les maisons parce que dans les maisons, c'est le domaine des femmes. Il y a plein de choses qu'ils ne voient pas. Donc, on a, par exemple, l'histoire sociale qu'on fait pour le 19e siècle européen. On n'a pas vraiment les moyens de la faire de la même manière pour cette région à cette époque-là. On est obligé de faire autrement. On est obligé de faire avec ces sources un peu compliquées, un peu plus difficiles, mais on y arrive quand même. Mais donc, quand je travaille sur le 19e siècle, je travaille sur une région qui est beaucoup plus large que simplement le Niger. Je travaille en gros sur une région qui va du sud de la Libye jusqu'au nord du Nigeria et qui inclut une partie du Burkina Faso, une partie de ce qui est aujourd'hui du Tchad, parce que ces régions-là, elles fonctionnent ensemble au 19e siècle. Par contre, quand je travaille sur la colonisation, là, je réduis la focale parce que tout d'un coup, on a des milliers d'archives, Une des choses intéressantes avec la colonisation, pour nous les historiens, les historiennes, c'est que ça produit énormément de documentation à toutes les échelles, à tous les niveaux, pour justifier de leur action, pour avoir le droit de continuer, pour justifier quand ils ont mal agi. Ils sont tout le temps en train d'écrire, donc on a énormément de papier. Donc on peut continuer à faire de la comparaison en travaillant en même temps sur l'Empire britannique et l'Empire français. Mais moi, la focale que j'ai choisie quand je travaille sur la colonisation, c'est d'essayer d'être à une échelle vraiment sur le terrain, pour comprendre qu'est-ce que ça change concrètement à la vie des gens. Et ça, pour ça, il faut être ancré dans des lieux et il faut bien les comprendre. Et l'un des points qui est très important aussi dans mon travail, et je pense qu'il est important pour comprendre la colonisation, c'est que pour comprendre ce qui change avec la colonisation, il faut très bien connaître ce qu'il y avait avant la colonisation. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui est modifié, en gros, par la colonisation. Il faut avoir, en gros, une vision assez claire de comment les gens vivaient pour dire la colonisation a complètement transformé leur économie. Il faut connaître leur économie. La colonisation a transformé les relations sociales. Il faut savoir exactement comment fonctionnaient ces relations sociales. Donc, voilà, mon parti pris, c'est d'essayer de tenir ensemble les deux, de m'intéresser à la fois à cette société pour elle-même, de la comprendre, sa culture, ses logiques, ses inégalités sociales. On a parlé de l'esclavage, la violence qui pouvait y avoir aussi au 19e siècle. Il y avait des sociétés qui étaient aussi très dures. Voilà, c'est un climat qui est dur, c'est aussi une région où pour produire de quoi manger, il faut énormément de travail. Donc, s'il faut énormément de travail, c'est pas la même chose que dans des régions où on a une abondance très forte. Donc, ça produit aussi des inégalités sociales. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à tenir ensemble les deux et de toujours essayer d'être intéressé par les deux. Alors justement, les Européens, quand est-ce qu'ils arrivent? Dans quel contexte? Et de quels Européens on parle? Parce que peut-être qu'il y a certains pays qui sont plus impliqués que d'autres. Alors, la première chose, c'est que là, on est vraiment au cœur de l'Afrique, au centre de ce qui est le continent africain. Et la colonisation, elle a commencé bien avant sur plein de coins du continent africain. C'est-à-dire que quand les colonisateurs vont arriver dans ce qui est aujourd'hui le Niger ou le Nigeria, ils y arrivent vers, en gros, 1898 pour le Niger et en gros, vraiment, pour le nord du Nigeria, vers 1902-1903.
Mais il y a des régions qui sont déjà colonisées depuis 50 ans dans plein d'endroits du continent africain. En particulier en Algérie, évidemment, où ça commence en 1830, mais pour le Sénégal, pour le Mali, pour ce qui est aujourd'hui le sud de la Côte d'Ivoire, il y a plein d'endroits où la colonisation a commencé bien avant. Et ça, c'est le premier point qui est hyper important à comprendre, c'est que la colonisation, ça n'a pas été la même chose partout. Il y a des différences de chronologie. Quand ça commence en 1830, c'est pas la même chose que quand ça commence en 1898. Le régime en France n'est pas le même, par exemple. Plein de choses à l'échelle du monde ont changé, donc c'est pas la même chose. Donc avoir une idée de ces chronologies différenciées. Deuxième élément qui est hyper important, c'est que c'est pas du tout la même chose une colonisation de peuplement, c'est-à-dire où il y a des colons blancs qui vont s'installer. Ça produit plus de violence, ça produit plus de dépossession des terres, ça produit plus d'expropriation, ça produit plus de ségrégation que des endroits où la colonisation est d'abord une prise de possession du territoire, mais sans installation de colons dans la région. Il y a une différence entre colons et colonisateurs. Des colons, c'est des civils qui viennent être des paysans, qui sont pris d'une région et qui sont pris ou qui viennent volontairement, ça dépend des lieux, qui s'installent. Et les colonisateurs qui, eux, sont des professionnels. Ils restent 4 ans sur place, ça tourne tout le temps. Soit c'est des administrateurs, soit c'est des militaires. Mais c'est dans la plupart des cas des gens qui ne vivent pas là pendant plusieurs générations. La colonisation, elle fonctionne par rotation. Donc les gens, ils viennent 4 ans, ils repartent, et puis ils reviennent, ils vont dans une autre région 4 ans, ils tournent d'une région à l'autre, mais ils ne sont pas forcément... l'État français occupe une région, mais c'est pas toujours les mêmes gens qui sont là. Donc voilà, d'abord avoir une idée que cette chronologie différenciée. Donc quand ça arrive au Niger, ça c'est déjà passé dans plein d'autres endroits différents. Et il y a ce qu'on appelle à ce moment-là une concurrence entre les pays européens qui va aboutir au fait que tout d'un coup, à partir des années 1884-1885, il y a une accélération et chaque pays européen, majoritairement quand même les Britanniques et les Français, vont vouloir prendre le plus de territoire à l'intérieur du continent. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur la conférence de Berlin ? Voilà, donc c'est 1884-1885, c'est ça qui s'est passé. Donc c'est une conférence qui a lieu en Europe. On a l'habitude de dire que c'est là qu'ont été dessinées les frontières du continent. On sait aujourd'hui que c'est faux. Aucune frontière n'a été dessinée à la conférence de Berlin. Mais ce qui se passe à la conférence, c'est en quelque sorte le point de départ de la colonisation. Tous les pays européens se réunissent, d'ailleurs pas que les Européens, tous ceux qui se considèrent comme des puissances importantes à cette époque-là se réunissent et vont décider qu'à partir de maintenant, pour considérer qu'on a des possessions sur un territoire en Afrique, il faut y installer, il faut qu'on y ait des représentants. Donc avant, les gens pouvaient dire nous, on possède telle région, nous, on possède telle région, sans qu'il n'y ait aucun représentant de ce pays qui soit installé sur place. Il suffisait qu'il y ait un Britannique qui soit passé vaguement dans les années 1820 quelque part, et la Grande-Bretagne disait tout ça, c'est... Alors, comme ça produisait des espèces de concurrence où les gens s'envoyaient des cartes en disant mais non, mais c'est moi qui possède ça, c'est moi qui possède ça, cette conférence, elle a pour but de mettre des règles à cette logique impérialiste, et elle va dire, en gros, à partir du moment, vous allez plus pouvoir dire que vous possédez une région si vous n'y avez pas des gens qui y sont installés ou des gens qui y sont vraiment allés concrètement et on peut le prouver. Et donc forcément, tout d'un coup, ça va lancer une espèce de panique où ils vont se dire il faut absolument qu'on aille dans les endroits qui sont importants pour nous parce que s'il y a d'autres gens qui s'y installent, ça sera foutu et donc ça va faire que Britanniques et Français vont tout d'un coup lancer tout un tas de missions pour aller s'installer dans les régions qu'ils considèrent être les leurs. Et paradoxalement, pour la région qui nous concerne, c'est une région où aucun Français n'avait jamais été jusque-là. Mais il y avait eu des explorateurs britanniques, allemands, mais jamais aucun Français n'avait traversé, n'avait mis pied dans ce qui est aujourd'hui le Niger. Mais ils considèrent, la France, et ça va être un point central pour comprendre tout ce qui s'est passé au Niger, la France considère que c'est l'hinterland de l'Algérie. En gros, il faut protéger l'Algérie
le plus au sud possible. Il faut pas risquer que quelqu'un s'installe trop près d'une région qui pourrait être l'Algérie. Alors que évidemment, c'est pas du tout dans le sud algérien non plus, hein. C'est purement théorique. Mais en gros, il faut pas que les Britanniques remontent trop parce que eux, ils sont à partir de Lagos et ils sont en train de remonter. Il faut pas qu'ils remontent trop, il faut qu'on les arrête en montrant que notre espace va être là. Et donc, cette conférence de Berlin, elle a pas tracé les frontières du continent, mais elle a donné les règles. Elle a donné en particulier cette règle que maintenant, pour qu'un pays réclame la possession d'un territoire, il doit y être présent. Et donc, ça va accélérer l'invasion du continent. Mais alors, lors de cette conférence, ils ont quel type de discours pour justifier qu'ils vont aller envahir en fait des pays? Le racisme leur suffit, hein, l'idée que c'est des sociétés qui sont arriérées. Un des grands arguments va être notamment la question de l'esclavage. Hein, c'est des sociétés qui mettent en esclavage leur propre population. Donc, pour mettre fin à l'esclavage, le discours des Européens, c'est de dire nous avons aboli la traite. Nous avons mis fin à nos propres pratiques esclavagistes, mais les sociétés africaines, elles, n'arrêtent pas leurs pratiques esclavagistes. Donc, il faut que nous allions, en quelque sorte, polisser le continent pour expliquer à ces sociétés que l'esclavage, c'est mal et empêcher qu'elles continuent les pratiques esclavagistes. C'est un des arguments parmi d'autres. Il y a évidemment des arguments de puissance, des arguments économiques aussi. Mais il y a aussi l'idée que, voilà, il y a de la mission civilisatrice, hein, l'Europe est une civilisation bien plus avancée. Il faut qu'elle accompagne toutes ces pauvres populations qui sont arriérées sur le chemin de la civilisation. Et pour ça, il faut qu'elle aille leur expliquer toutes les choses qu'elles ne savent pas faire correctement. Une grande œuvre de bienfaisance, en fait. C'est le discours. Et je voulais rajouter une chose, il y a un point qui est important, d'ailleurs, vous l'avez mis dans l'image du podcast. Ce qui est important aussi, c'est qu'en fait, le discours du partage de l'Afrique, c'est-à-dire l'idée que les Européens se seraient partagés l'Afrique à la conférence de Berlin, c'est une idée qu'ils ont construite eux-mêmes, que les colonisateurs construisent eux-mêmes. C'est d'abord un discours colonial. Et d'ailleurs, cette image du gâteau africain qu'est en train de partager Bismarck, c'est concrètement de la propagande coloniale, au sens où c'est les colonisateurs, alors qu'ils sont pas du tout sur le continent à ce moment-là, qui disent, voilà, on est tout puissants, on va se partager ces espaces, comme si les populations africaines n'existaient pas. Et donc, moi, je suis un peu toujours gênée par ce discours du partage de l'Afrique, parce que ça fait comme si les populations africaines n'existaient pas, alors que quand on est un spécialiste d'histoire de l'Afrique, on sait combien les populations se sont battues, ont résisté, aussi combien elles avaient des États puissants, et qu'on vient face à ces pays européens, il ne va pas y avoir juste un gâteau qui se partage, mais des États qui réagissent, des souverains qui négocient, et puis malheureusement, violence qui va être tellement forte qu'on ne va pas pouvoir résister. Ah, c'est étonnant ça, parce que tu vois, moi je savais pas et je pensais vraiment que cette représentation du gâteau et des gars qui se partagent l'Afrique, c'était vraiment un truc satirique, tu vois, pour critiquer. Non, c'est pas satirique, c'est Ok. en tout cas c'est à l'époque, c'est comme ça qu'on se représente déjà cette idée-là. Et ce qui est intéressant, c'est que le partage de l'Afrique, à ce moment-là, il n'a pas lieu. Il y a des livres entiers qui sortent, qui racontent le partage de l'Afrique, alors que à ce moment-là, il y a presque 5% du continent qui est occupé. C'est vraiment un discours qui construit déjà au moment même où ça a lieu l'idée de la toute-puissance européenne. L'idée que, regardez, on va pouvoir faire ce qu'on veut dans cet espace parce que cet espace, il est vide d'hommes. Il y a un point qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vidé les cartes du continent africain. Hein. Au XVIIIe siècle, il y a plein des mondes de pays, d'États sur les cartes du XVIIIe siècle. Et à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec Danville, il va y avoir l'idée qu'il faut enlever toutes les informations qui n'ont pas été vérifiées par les Européens et on va vider l'Afrique et on va construire ces cartes quasiment entièrement blanches. Mais ça produit aussi tout un discours qui va être, de toute façon, là-bas, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de souverain, il y a vaguement des populations qui sont tout le temps en guerre entre elles, c'est l'anarchie, il faut absolument qu'on aille faire quelque chose pour un peu organiser tout ça. Donc voilà, c'est important aussi dans la colonisation de toujours penser au discours qu'elle produit sur elle-même, parce que parfois ces discours-là, ils arrivent encore jusqu'à nous sans qu'on s'en rende compte. Du coup, à l'époque, ce projet de colonisation massif, il est bien accueilli, ou il y a quand même des critiques et une vraie opposition qui dit attendez, peut-être qu'on n'a pas trop le droit de faire ça?
Alors, il y a une vraie opposition, mais pas sur le fait il n'y a pas trop le droit. Il va plutôt y avoir une vraie opposition du type, ça va nous coûter trop cher et ça va rien nous rapporter. Pourquoi aller, pourquoi aller aider ces gens-là alors qu'on a des gens pauvres en Europe qu'il faudrait mieux aller les aider? Le racisme, il est suffisamment fort pour que quasiment personne ne construise de discours disant ces sociétés n'ont absolument pas besoin de nous, elles existaient en dehors qu'à maintenant. Ces sociétés produisent de la violence, mais autant que nous en produisons nous-mêmes. Ce discours-là, qui est un discours de zombie, il n'existe quasiment pas à cette époque-là. Il y a des oppositions à la colonisation, mais qui ne sont pas sur l'idée d'une égalité des sociétés africaines par rapport aux sociétés européennes, mais plutôt sur l'idée de est-ce qu'il y a un intérêt pour l'Europe à aller dans ces régions-là. Et c'est étonnant parce que, un peu pareil que sur la question des cartes, au début du 19e siècle, on a en même temps plein d'explorateurs, plein de savants qui montrent combien ces sociétés sont puissantes, sont organisées. Il y a une fascination au début du 19e siècle, par exemple, pour le sultanat de Sokoto, pour son souverain qui produit des cartes, qui est un lettré, qui connaît très bien les affaires du monde. Donc, à un moment, au début du 19e siècle, on a considéré ces États comme des États auxquels on pouvait parler d'égal à égal. Et ça, c'est un point très important. C'est la puissance de discours racistes qui arrive à complètement déshumaniser les sociétés qui sont en place et qui permettent ensuite de faire des choses d'une violence atroce, mais en quelque sorte, sans que les acteurs eux-mêmes ne mesurent ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont tellement déshumanisé les gens qu'ils ont en face que ça paraît normal de massacrer les gens, de les appâter ou de produire des situations d'une extrême violence. Donc ça, c'est important, hein. La puissance des discours, ça peut faire écho aussi à aujourd'hui, hein, la puissance des discours racistes et comment ils ont un effet en fait réel sur ce que les gens se permettent, c'est important de penser. Oui, il y a alors, je cite, hein, dans le chat, on a quelqu'un qui s'appelle Startup Larbin, super super pseudo, qui dit, mais du coup cette idée de racisme, elle est tellement ancrée, les Européens se sentent tellement légitimes et tout puissants, qu'en gros, il leur est pas venu à l'idée une seule seconde, je cite, hein, Startup, qui dit de se faire botter le cul, ça leur traverse pas l'esprit, quoi. Non, ils ont vraiment l'idée que ce qu'ils font est extrêmement important, qu'ils vont aider ces populations. Alors, il y a aussi tout un discours nationaliste quand même, hein. Il faut, en France par exemple, hein, on est après la guerre de 1870, on est après la défaite, il faut se reconstruire comme un pays, comme construire sa puissance. Et construire sa puissance, ça passe aussi par avoir même des territoires un peu partout dans le monde. Ça passe aussi par l'idée de se projeter vers l'avenir. Et ça aussi, ça fait un peu écho d'une manière à aujourd'hui, hein. Voilà, en envoyant des expéditions qui vont renommer des régions entières du monde avec des noms français, hein, on a l'impression que tout d'un coup, on devient plus important. Et de fait, hein, au niveau européen et au niveau de ce qui est l'échelle internationale à cette époque-là, ça produit cet effet-là, hein. Les pays qui possèdent le plus de territoires sont les pays qui sont considérés comme les plus importants. Mais ça passe par le fait qu'on a complètement déshumanisé ces populations. Il y a quand même les discours racistes du 19e siècle, on l'a oublié, hein, mais c'est l'idée que... Enfin, on l'a oublié, complètement oublié, parce que ça nous travaille encore, hein, mais c'est quand même l'idée qu'on n'est pas sûr que les populations noires soient vraiment des humains, hein. On n'est pas sûr que ça ne soit pas une phase avancée qui soit plus liée aux singes qu'aux humains. Il y a cette discussion-là à la fin du 19e siècle. Donc, ce n'est pas des humains comme nous. C'est pas, ils ont des capacités intellectuelles qui ne sont pas les mêmes que nous. Ce discours-là, il est dit par des scientifiques, mais il est enseigné à l'école, il est diffusé très largement. Et ça produit l'effet qu'on considère, puisqu'ils sont inférieurs à nous, il faut qu'on aille faire quelque chose pour eux. Et ça, voilà, c'est cette déshumanisation des populations noires qui commence avec l'esclavage noir et arabe au sens large, hein, et puis asiatique aussi, avec des hiérarchies, hein, dans ces discours sur race. Ça produit encore des effets jusqu'à aujourd'hui, et c'est important de le mesurer. On a Artium dans le chat qui, alors je sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question qui est un peu une question étymologique, mais qui dit, mais l'expression vous avez carte blanche, est-ce que ça vient de là, du fait que les anciennes cartes avaient été effacées pour justifier la colonisation?
Alors là, j'en ai aucune idée. Je ne peux pas. D'accord. C'est intéressant comme idée. Voilà, bon, pour ceux qui écoutent, vous pourrez aller chercher de votre côté, peut-être que c'est une piste, Mais je ne c'est sais pas. intéressant de regarder ces cartes de la fin du 18e, notamment la carte de Danville, qui tout d'un coup produisent une carte où il n'y a quasiment plus rien sur l'Afrique. Et où tout d'un coup, on se dit, voilà, ça fait un terrain incognita. Hein. Donc, il faut absolument y aller. Il faut absolument à la fois mettre des noms sur les cartes. Voilà, ça fait écho à aujourd'hui. Et en même temps, il faut aussi transformer ces sociétés en les occupant. Alors, on va donc coloniser le Sahel, et pourtant, à l'époque, on considère que c'est une région qui est un peu inutile. Alors, donc, comme je vous ai dit, quand ils arrivent dans ce qui est aujourd'hui le Niger, ils ont déjà évidemment occupé l'Algérie, qui est vraiment la chose la plus importante pour la France dans la logique coloniale. Mais autre point très important, on a aussi occupé ce qui est le Sénégal. Il y a des très vieilles colonies, les 3 colonies du Sénégal qui sont occupées depuis plusieurs siècles. Mais ensuite, on a occupé ce qui est aujourd'hui le territoire du Sénégal. Et puis, ça fait diffuser vers ce qui est aujourd'hui le Mali. On appelle ça à cette époque le Haut-Sénégal-Niger, puisqu'on va au fleuve Niger. Et il y a eu aussi des Français qui sont installés dans ce qui est aujourd'hui en gros le Gabon. Donc, on a en gros 3 lieux dans lesquels les colonisateurs français sont présents. Il y avait l'idée au départ de construire un empire français qui prendrait qui irait qui prendrait toute l'Afrique d'ouest en est. Mais il y a eu Fashoda avec les Britanniques qui, eux, voulaient faire la même chose du nord au sud. Et donc, il y a eu en quelque sorte un stop. La France a compris qu'elle ne pourrait pas aller depuis ce qui est aujourd'hui Mali jusqu'en gros Djibouti, l'Éthiopie. Elle ne pourrait pas faire toutes ces possessions. Donc, il y a un changement de logique dans les années 1890 du point de vue français qui va être de se dire, puisqu'on ne peut pas faire cet empire de territoire continu d'ouest en est, il va falloir qu'on réunisse nos différentes possessions. Et ça va être la question centrale de la fin des années 1890, construire en quelque sorte un aplat territorial français sur le continent africain. Et donc, ça passe par le fait qu'il faut réunir des gens qui viennent du Gabon, des gens qui viennent de ce qui est aujourd'hui Mali et des gens qui viennent de ce qui est aujourd'hui l'Algérie. Et le nœud, c'est ce qui est aujourd'hui le Niger et le Tchad. Voilà. Et donc, dans ces années, en gros 1897-98, l'obsession, ça va être de réunir les possessions françaises et le nœud va se trouver autour du lac Tchad. Et ça va aboutir au fait qu'on va envoyer des missions pour occuper cette région qui est devenue aujourd'hui Niger jusqu'au Tchad. Et alors, quand on envoie des gens en mission, c'est qui qu'on envoie ? Alors là, c'est un élément très intéressant et un peu terrible aussi. Il y a les troupes qui arrivent à ce moment-là dans ce qui est aujourd'hui le Niger ou le Tchad. C'est d'abord une toute petite portion d'officiers français, d'officiers et de sous-officiers français. Et ces officiers et sous-officiers, quand on regarde leur de ces carrières, on voit c'est en quelque sorte des professionnels de l'occupation coloniale. C'est des gens, ça fait 10 ans qu'ils font ça, pour la plupart. Donc, c'est des gens qui ont déjà participé à l'occupation de ce qui est aujourd'hui le Mali, avec les campagnes du Soudan, contre Samori Touré, par exemple. C'est des gens qui, très souvent, eux aussi, que les campagnes de Madagascar. Donc, ils ont été envoyés à Madagascar pour la terrible occupation de Madagascar. Ils ont aussi souvent été envoyés au Tonka, puis ils sont revenus. C'est aussi des gens qui ont souvent participé à l'occupation de ce qui est aujourd'hui Burkina Faso. Et en gros, quand ils arrivent au Niger, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Ils font des expéditions militaires et ils occupent des régions. Et avec eux, en gros, à partir de la campagne de Madagascar, on considère que la campagne de Madagascar a abouti à trop de morts blancs, français, européens, parce qu'il y a eu une hécatombe assez importante, majoritairement de maladies, plus que fait par les populations. Mais donc, on va décider qu'à partir de maintenant, les soldats ne seront plus des Européens, mais seront des Africains. Et donc, on a un ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire que pour un officier ou un sous-officier français, on a 10 militaires qui sont des tirailleurs, soit des tirailleurs algériens, soit des tirailleurs dits sénégalais. Mais bon, par exemple, ceux qui sont liés, c'est pas des Sénégalais, c'est majoritairement des gens qui viennent de ce qu'est le Mali aujourd'hui. Et pareil, en fait, ces tirailleurs-là,
Et c'est aussi des professionnels de l'occupation coloniale. Si on regarde pareil leur dossier de carrière, on se rend compte que souvent, ils suivent les mêmes officiers depuis 10 ans. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que eux, c'est des colonisés. C'est-à-dire que eux, ils viennent de régions qui sont déjà occupées par la France et qui n'ont pas eu le choix, la plupart du temps, de rejoindre ces troupes, notamment parce que la majorité des troupes qui forment alors les troupes d'occupation coloniale françaises, ce sont en fait des esclaves, des descendants d'esclaves ou des esclaves. Dans les armées africaines du XIXe siècle, l'armée était composée par des soldats esclaves. Et la France va faire la même chose. C'est-à-dire que quand elle va décider d'occuper ses régions et d'utiliser des soldats africains, elle va acheter des esclaves, qu'elle va libérer en leur disant qu'ils seront libérés une fois qu'ils auront fait leurs années dans l'armée française, ou elle va elle-même capturer des esclaves, puis leur dire, bon, bah maintenant, vous êtes libérés, même vous êtes obligés de travailler pour l'armée française. Ouais, c'est un point de vue, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, l'armée d'occupation française à cette époque-là, elle est majoritairement composée d'esclaves soldats, alors qu'ils ne sont pas esclaves au sens officiel pour l'armée française. Et un élément qui est important aussi, c'est qu'elle va continuer à pratiquer des razzias d'esclaves comme le faisaient les armées africaines. C'est-à-dire que ces tirailleurs ont le droit de radier des femmes, des enfants sur la route, parce que très souvent, ils sont très peu payés ou très mal payés. Et donc, l'armée française, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent pour faire toutes ces campagnes militaires, va autoriser les tirailleurs à continuer des pratiques esclavagistes sur la route. Donc, c'est une armée dont on a un peu oublié ce qu'elle pouvait représenter, mais c'est ces hommes-là qui arrivent dans ce qui est aujourd'hui l'univers. Donc, en gros, 80 militaires français et en gros 600 tirailleurs sénégalais qui arrivent dans cette départ qui est aujourd'hui le Niger. Ouais, on peut imaginer l'état de dérive que ça peut engendrer. En gros, le processus de conquête, c'est quoi? Comment ça se passe concrètement? Alors, ce qui est important de mesurer, c'est que la colonisation, c'est pas de la violence tout le temps, à tous les moments. C'est-à-dire parce que une chose qu'on n'a pas dite encore, mais qui est importante, c'est que quand on colonise une région, les colonisateurs sont toujours moins nombreux que les populations colonisées. C'est-à-dire, c'est une situation de domination dans laquelle le dominant est toujours très peu nombreux. Parce que pour pouvoir, depuis le tout petit pays qui est la France, gérer un empire sur des milliers de kilomètres carrés sur plusieurs continents, il faut construire un système de domination dans lequel on n'a pas besoin d'exercer la violence tout le temps parce que de toute façon, il y aura très peu de colonisateurs qui sont sur place. Et ça se produit d'abord par une violence initiale qui, là, on peut dire, qui a eu lieu partout. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive, il faut avoir fait tellement peur aux gens qu'après, ils sont terrifiés. Et donc, même si on n'est pas tout le temps en train de les frapper, ils vont être suffisamment traumatisés pour que, en quelque sorte, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que c'est conçu comme ça par les colonisateurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de grand plan français dans lequel le président de la République française dirait à partir de maintenant, pour occuper ces régions, d'abord, voilà, c'est pas dit officiellement. Par contre, quand on lit les lettres des officiers, leurs lettres privées qu'ils écrivent à leur famille, ils racontent ça. Par exemple, il y en a un qui s'appelle le commandant Lamy, qui, quand il arrive au Niger, il a déjà, comme je l'ai dit, participé à l'occupation de l'Algérie, notamment du sud algérien du Touat. Il a déjà été au Tonkin et il a toute une théorie dans ses lettres à sa famille dans laquelle il dit de toute façon, ces gens-là, sous-entendu les populations inférieures, ne comprennent que la violence. Donc, et le rapport de force. Donc, si on veut pouvoir les dominer, il faut d'abord être extrêmement violent parce que c'est la loi du plus fort chez eux. C'est le discours qu'ils vont utiliser. Hein. Donc, si on leur a montré qu'on était plus fort qu'eux, après, ils vont nous obéir. Et donc, il va, voilà, c'est-à-dire que c'est pas théorisé au plus haut sommet d'État, mais les militaires coloniaux vont avoir dans leur pratique professionnelle cette idée qu'il faut exercer la violence au moins une fois. Comme ça, après, les gens. Et au Niger, ça va se traduire par une mission qui, malheureusement, est très bien connue, qui va être la mission Boulay-Chanoine, qui est une mission très particulière sur laquelle on pourrait parler des heures, mais que je peux résumer en quelques minutes. Hein. Justement, Boulay et Chanoine sont des gens qui ont déjà pratiqué ces colonnes violentes d'occupation dans la région qui est le Bossi, donc aujourd'hui au Burkina Faso. Ils arrivent au Niger avec l'idée donc de réunir ces différentes possessions
mais ils ont des ambitions en quelque sorte plus fortes que les moyens que les autorités françaises leur ont donnés. Eux, ils veulent occuper, ils veulent impressionner les populations. Hein, le discours utilisant de la colonisation, ça va être il faut impressionner les populations. Et donc, pour ça, il faut une troupe puissante. Et ils vont partir depuis ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso pour aller jusqu'au lac Tchad, c'est leur objectif. Mais dès le départ, ils vont recruter plus de gens qu'ils ont d'argent donné par le gouvernement français pour les nourrir. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, non, vous pouvez radier et vous servir sur le pays. On appelle ça, dans la logique militaire française, se nourrir sur le pays. Et donc, quand ils arrivent au Niger, ils sont déjà 1000, alors qu'ils ont en gros de quoi nourrir environ 400 personnes. Donc, en plus, on est en saison sèche. Donc, je vous ai dit, on est en région semi-aride. Donc, on cultive une fois par an. Ça, c'est un point qui est hyper important pour comprendre cette région. Donc, on cultive une fois par an. Et les cultures qu'on a dans les greniers, elles doivent servir à vous nourrir toute l'année. Donc, quand une troupe comme ça arrive dans un village et commence à manger tout ce qu'il y a, à manger tous les animaux en fait, vous les mangez pas tous. C'est le principe d'un cheptel. Hein. C'est votre richesse. C'est comme ça que vous mariez vos enfants. C'est comme ça qu'en cas de famine, vous arrivez à vous nourrir quand même. Vous mangez majoritairement le lait des chèvres, des choses comme ça, mais vous ne tuez pas les animaux de grande ampleur. Donc, cette troupe énorme, elle arrive dans les villages et elle commence à boire toutes nos puits, à vider les puits, à vider les greniers, à vider la nourriture. Donc, les gens ils paniquent. Ils se disent, s'ils font ça, on va tous mourir parce qu'on n'aura plus à manger pendant la nuit. Donc, qu'est-ce que font les gens? Ils bouchent les puits, ils emmènent la nourriture et donc la mission commence à arriver dans des villages entièrement désertés. Le problème, c'est qu'il y a ces 18 militaires français et derrière, il y a cette énorme troupe de 1000 tirailleurs. Il faut s'ils ne leur donnent pas à manger, ils ne les contrôlent plus. Donc, ils commencent à paniquer. Et la position de Voulez, ça va être de dire aux gens, dans un rayon de 100 km, vous allez massacrer tous les gens que vous allez trouver. Comme ça, les gens vont avoir tellement peur qu'après, ils vont nous donner à manger et à boire. Donc, ils commencent à massacrer dans un rayon de 100 km. Ils demandent, par exemple, mais ça, c'est des choses qu'on a de ailleurs, hein. Comme si les tirailleurs qu'ils envoient pour massacrer les gens, ils leur demandent de ramener des mains des gens pour qu'on puisse compter combien de gens ils ont tués, sinon on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc, pour preuve, ce genre de choses. Le problème, c'est que de l'autre côté, un peu plus loin, il y a d'autres Français qui sont installés dans ce qui est aujourd'hui le nord du Bénin, le Dahomey, qui commencent à entendre des discours apocalyptiques qui arrivent jusqu'à eux en leur disant mais c'est la catastrophe, il y a des Français qui sont en train de faire n'importe quoi dans les régions nord, ça va produire des effets. Parce qu'une fois que la colonisation elle est installée, elle n'a pas intérêt à ce que les populations se révoltent contre elle, parce que comme je vous l'ai dit, ils sont peu. Donc les gens du Dahomey écrivent à Paris en disant là, il faut vous rappeler vos troupes, là, les chanoines, ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc, les autorités de Dakar, parce que l'autorité de Dakar, vont écrire à les chanoines en leur disant maintenant vous allez arrêter, ce que vous faites, c'est pas possible. Sauf que Voulez dit non, mais pas question, je sais mieux ce que je dois faire que vous, et il refuse d'obéir aux ordres français. Là, les autorités françaises envoient le colonel Club, qui est chargé d'arrêter Voulez. On considère. Alors, c'est intéressant, hein, parce que ça a fait débat jusqu'à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, le discours va être de dire ils ont attrapé la Soudanite. Ils ont eu trop chaud et ils sont devenus fous et donc, il faut absolument les arrêter. Mais ce qui est très intéressant à comprendre, c'est qu'en fait, ce qu'ils font, les chanoines, c'est assez courant dans les pratiques d'occupation qu'elles ont vues au Soudan. C'est pas non plus exceptionnel. Mais là, tout d'un coup, ça fait scandale. Et donc, le colonel Club est envoyé, et lorsqu'il arrive devant Voulez tire sur lui et le tue. Et il continue à partir et à essayer d'occuper cette région. Alors, il dit aux tirailleurs, à partir de maintenant, c'est les tirailleurs qui ont raconté, je suis un roi africain, vous allez me suivre, on va construire mon royaume, vous allez tous devenir riches, on continuera à pratiquer l'esclavage. Ouais. Effectivement, il a eu chaud, le gars. Ouais. Et finalement, c'est ces tirailleurs qui vont tirer sur lui et qui vont l'arrêter. Et la troupe va être arrêtée. Une partie des hommes qui étaient avec Club vont réussir à récupérer la troupe de Voulez chanoines, ceux qui ont accepté de rester.
et ils vont reprendre le contrôle, en gros, sur cette armée-là. Mais ça a produit des effets que vous pouvez pas imaginer. Moi, j'ai été dans des villages où, quand j'allais interroger les gens sur des choses sur la colonisation qui n'avaient rien à voir avec les chanoines, la seule chose dont les gens pouvaient parler, c'était ça. Ils me disaient: «Non, mais moi, ce qu'on veut vous raconter, venez, je vais vous amener dans l'endroit où vos parents ont égorgé mes parents, à tel endroit», et ils montraient le lieu où les gens des chanoines étaient venus et avaient égorgé les gens. Ça a produit une violence qui fait qu'ensuite, quand un officier français arrive, n'importe quel militaire français arrive en uniforme, il a même pas besoin d'exercer la violence, les gens ont peur. Parce qu'ils ont pratiqué un type de violence arbitraire, gratuite, qui a laissé un impact extrêmement fort dans les populations. Au final, donc on l'a vu tout à l'heure, cette idée que les frontières auraient été dessinées lors de la conférence de Berlin, tout ça, est un peu fausse. Du coup, comment ça se passe à la fin du 19e? Comment ces frontières ont été rebattues? Est-ce qu'elles correspondent à des États qu'il y avait avant? Voilà. On ne peut pas dire que les États d'aujourd'hui correspondent à des États qui existaient avant. Ça n'a pas marché comme ça. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le tracé des frontières, la plupart du temps, les colonisateurs se sont servis de tracés frontaliers qui existaient avant la colonisation. C'est-à-dire que ce qu'on a rassemblé pour construire des pays, c'était pas forcément des pays avant. Ça n'avait pas cette structure-là. Il n'y a pas un pays qui correspondrait à ce qu'était le sultanat de Sokoto, un pays qui correspondrait à ce qu'était le sultanat d'Amagaram. Mais on a en même temps des bouts de frontières qui, très souvent, ont été repris de choses qui existaient avant. Si on pense, par exemple, à ce qu'on disait tout à l'heure sur le sultanat de Sokoto et sur le fait que c'était un sultanat expansionniste et qu'au nord, il y avait tout un tas d'États qui s'étaient formés ou renforcés en refusant de rejoindre ce djihad et qu'on avait un front militaire qui s'était formé en quelque sorte à cet endroit-là. Les colonisateurs français et britanniques, ils vont décider dès les années 1890 que ce qui va séparer l'Empire britannique de l'Empire français dans cette région, ça va être que l'Empire britannique déclare que tout ce qui appartient au sultanat de Sokoto lui appartient. Parce qu'ils ont déjà eu des liens avec le sultanat de Sokoto, ils se sont échangés des lettres. Il y a un explorateur britannique qui a été là, donc ils ont la possibilité de dire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va produire un effet. À partir du moment où les Britanniques vont dire tout ce qui appartient au sultanat de Sokoto, c'est à nous, la stratégie des Français, ça va être d'aller voir les gens dans les villages, dans les petits États et de leur dire, vous, est-ce que vous appartenez à Sokoto ou pas? Et là, pour tout un tas de souverains, ça va être hyper intéressant de dire, ah non, pas du tout. Nous, on n'a jamais eu de lien avec Sokoto, on leur a jamais payé l'impôt. Et donc, ils vont utiliser souvent, parfois, les Français pour se libérer de l'impérialisme de Sokoto. Ils vont se dire, ah tiens, mais ce nouvel acteur qu'on n'a jamais vu, qui n'est pas dans le coin, qui, à cette époque-là, ils pouvaient penser qu'il ne pratique pas les razzias esclavagistes et qui, de toute façon, est loin, donc aura moins de conséquences sur nous. Ça va être plus intéressant de dire qu'on est avec eux que de rester avec Sokoto, qui nous impose des choses qu'on ne veut pas. Ça va être donc un moyen pour un certain nombre d'États de devenir indépendants. Ça va être un moyen aussi pour un certain nombre d'États que le sultanat de Sokoto essayait d'occuper depuis longtemps, de enfin gagner leur indépendance de manière définitive. Et donc, la frontière du Niger et du Nigeria, il va d'abord être une ligne droite qui va être entre Saï sur le fleuve Niger et Baroua sur le lac Tchad. Et ensuite, dès le premier texte, en 1888, le discours va être qu'elle sera modifiée en fonction de ce qui dépend réellement du sultanat de Sokoto. Et donc, toute une partie des missions va avoir pour but d'établir ce qui appartient à Sokoto ou pas. Il va même y avoir des missions comme la mission Tilo en 1907 qui va aller de village en village en demandant aux gens, et vous voulez être du côté de Sokoto ou vous voulez être de l'autre côté? Et donc, ça va produire la frontière du Nigeria qui est assez détaillée parce qu'elle suit la ligne de ceux qui ont voulu ou pas. Alors, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, c'était un front militaire, donc c'était une zone qui était très développée à ce moment-là. Mais en même temps, c'est une zone qui est hyper agricole, hyper fertile. Donc, dès que ça va être la paix, tout le monde va venir se réinstaller dans cette région-là. Et un point très intéressant, c'est qu'il y a plein de villages qui vont se construire sur la frontière exactement. Comme ça, ils peuvent jouer de l'un ou l'autre. Quand
quand les tarifs augmentent d'un côté, hop, ils vont basculer du côté du Niger et en général plutôt de l'autre côté, du côté de ce qui est aujourd'hui le Nigeria, chez les Britanniques. Et donc, il y a plein de gens qui vont vouer sur la frontière et toute une partie des villages aujourd'hui, on dit les populations ont été coupées. C'est très souvent parce qu'en fait, les populations sont revenues s'installer dans ces régions-là parce que c'était un endroit très intéressant d'habiter entre deux empires et de pouvoir choisir en fonction de quel empire se comportait mal, d'aller d'un côté ou d'aller de l'autre. Mais du coup, tu le racontais tout à l'heure, effectivement, quand les Français sont arrivés, c'est surtout la réaction primaire des gens sur place, c'est de la terreur, quoi. Alors, tes premières missions, oui, c'est de la terreur. Mais après, il y a quelque chose qui est important à dire, c'est que si ça a pu marcher, c'est parce qu'en face, il y a des gens qui y ont trouvé un intérêt. Pour que la domination fonctionne, il faut qu'à l'intérieur de ces sociétés, il y ait des gens qui choisissent les colonisateurs. Il y a des gens qui se disent que ça va préserver leurs intérêts. Donc, je vous l'ai dit, c'était des sociétés très inégalitaires, des sociétés esclavagistes, avec des souverains qui étaient très souvent, pour beaucoup, très détestés, notamment parce qu'ils pratiquaient des razzias esclavagistes, mais aussi parce que ils avaient des richesses très ostentatoires par rapport à des populations qui étaient extrêmement pauvres. Et donc, il y a une partie des souverains qui vont choisir de s'allier aux Français parce que ça va garantir leur pouvoir et que ça va être dans leur intérêt. Et là, il y a une double ambiguïté, c'est que les Français vont jouer sur un double discours. Ils vont à la fois dire « nous, on va abolir l'esclavage, dans la République française, l'esclavage n'existe pas, tout le monde est traité de la même manière, l'impôt est le même pour tous, donc si jamais on occupait votre région, ça serait fini les razzias esclavagistes, ça serait fini les impôts arbitraires, ça serait fini que le roi peut venir prendre tout ce qu'il y a dans vos grains parce qu'il a envie de le revendre, des choses comme ça. » Et en même temps, ils vont dire aux souverains, et avec un petit décalage chronologique, ils vont dire aux souverains, les militaires français sont très souvent aussi eux-mêmes des nobles qui viennent de grandes familles françaises. Ils sont très souvent aussi royalistes et ils vont dire à ces souverains, vous et nous, on a les mêmes intérêts, on appartient tous les deux à la noblesse de notre pays. Notre intérêt, c'est que les hiérarchies restent les mêmes et donc alliez-vous avec nous et nous garantirons que vous restiez au pouvoir et que vous gardiez vos prérogatives. Et donc, ils vont construire un peu ces doubles discours. C'est pas toujours les mêmes gens qui construisent ces doubles discours. Et puis, une fois qu'ils vont avoir réussi à pallier avec les élites, avec une partie de ces élites, certaines ont refusé, certaines se sont battues, certaines en sont mortes. Voilà, très souvent, ce qui s'est passé, c'est que le souverain a affronté les Français, il a fini par être tué et on a trouvé son frère, son cousin, on l'a mis à sa place et lui, parce qu'il avait souvent pas de légitimité pour être au pouvoir, lui, il a accepté de s'allier avec les Français. Et dès qu'ils arrivent en place, ils disent finalement, tout ce qu'on nous a dit sur l'abolition de l'esclavage, en fait, ça marche pas dans notre région. Vous êtes trop arriérés comme population. Donc, si on abolit l'esclavage, ça va complètement faire s'effondrer votre société. Donc, pour l'instant, on va garder la structure de l'esclavage parce que ça va permettre que les choses continuent à fonctionner. On verra plus tard. Et c'est important de se rendre compte que pour toutes les régions du Sahel, que ce soit en Mauritanie, au Tchad, au Niger ou au Mali, l'esclavage n'a jamais vraiment été aboli dans l'Empire français et les pratiques esclavagistes ont continué. Alors, c'est pas l'État français qui pratique l'esclavage, mais il laisse les esclavagistes continuer à posséder des esclaves. Alors, cette invasion, cette phase de conquête du Niger, en gros, c'est de quand à quand? Alors, c'est pareil, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, ça dépend des endroits. Donc, je vous ai dit, la colonisation, c'est pas la même chose partout. Ce qu'on vit la colonisation qu'on a vécue quand on habite à Alger n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu quand on habite à Tamanrasset, par exemple. Pourtant, dans tous les cas, on est dans l'Algérie. Mais il y a un cas où on est dans une ville où la présence coloniale est extrêmement forte. On est dans un espace qui est ségrégué, avec des colons français, avec une emprise de la colonisation sur tout. Par contre, si on habite dans la région de Tamanrasset ou si on habite dans le désert au Niger ou au Tchad, il y a au mieux un militaire colonial français qui va passer une fois par an, si on n'habite pas dans la ville, pour percevoir l'impôt une fois par an, mais on peut voir très peu les colonisateurs. Et par exemple, un phénomène qui est important, c'est que toutes les régions sahariennes ont été occupées beaucoup plus tard
que les autres régions. Donc, en gros, la colonisation du Niger, on occupe la bande sahélienne et les villes les plus importantes à partir des années 1905-1906. Mais pour tout ce qui est tous les territoires qui sont sahariens, soit les régions d'Agadez ou de Bilma, si on n'est pas dans les villes, jusqu'aux années 1920, ces régions-là ne sont pas vraiment occupées. Il va notamment y avoir des grandes révoltes autour de la Première Guerre mondiale. Au Niger, c'est notamment en 1917 avec la grande révolte du Kaosen. Parce que, et ça, on le lit dans les poèmes Touareg de cette époque-là, et on l'a dit aussi quand j'ai fait des entretiens dans les campements. Une des logiques des Touaregs, ça va être que eux, ils ont des pratiques de guerre qui sont, ils faisaient avant la colonisation. Ils avaient très peu de fusils. Ils avaient des fusils, mais majoritairement des fusils à pierre qui tiraient qu'eux. Les fusils étaient majoritairement des fusils d'apparat. Ils avaient des épées aussi. Mais surtout, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des charges de cavalerie à chameau et ils emportaient tout. Donc, ils emportaient les chèvres, les enfants, les femmes, ils les emportaient en esclavage et ils partaient comme ça. Le problème, c'est que ces charges de cavalerie là, à chameau, ça marche pas quand en face, vous avez une ligne de tirailleurs qui vous fait un feu de salve avec des fusils à tir rapide à 2 coups. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent et le feu de salve tue comme ça tous les chameaux et les personnes avec en plus les 2 coups, les tirs rapides. Donc, il va y avoir une forme de stupéfaction parce qu'en gros, leur technique de guerre, elle ne fonctionne pas du tout face aux techniques de guerre des militaires français. Donc, leur choix, et ça, c'est la force de la vie dans le désert, c'est qu'ils vont se dire, on va attendre d'être suffisamment fort, d'avoir par exemple suffisamment de fusils et les mêmes fusils que ceux qu'on a en face pour les affronter une nouvelle fois. Donc, leur stratégie, ça va être de partir dans le désert, dans tous ces endroits où les militaires français ne peuvent pas aller. Il faut penser qu'au départ, les militaires français, ils n'ont pas de chameaux. Hein, et ils ont des chevaux et ça ne marche pas dans le désert. Et il va leur falloir presque 10 ans pour arriver à monter des compagnies méharistes qui leur permettent eux aussi d'avoir des chameaux et de reculer dans le désert. Donc, en gros, quand les gens ils fuient des forêts qui fuient à chameau, ils ne peuvent pas aller les chercher. Donc, ils sont assez démunis. Donc, ça produit quoi? Ça produit le fait que les gens qui habitent en ville, même s'ils sont dans le désert, eux, ils peuvent rien faire. Parce que les Français, ils arrivent, ils s'installent, et puis, voilà, ils peuvent pas partir. Donc, il y a une partie qui fuit. Si vous êtes pas nomade, c'est compliqué d'aller vivre dans le désert. Tandis que ceux qui sont nomades, eux, ils vont aller dans les régions les plus inaccessibles, et ils vont rester là-bas le temps d'arriver à acquérir suffisamment de chameaux, à comprendre bien la technique de guerre des Français. Et ils vont revenir, notamment en 1917, avec une grande révolte qui va faire qu'ils réussissent à reprendre la ville d'Agadez. Et à un moment, les Français ont quasiment perdu le contrôle de toute une partie du Niger. Mais évidemment, ils vont envoyer des tas de troupes venues du Mali et d'autres régions. Et ils vont ensuite faire un énorme massacre à Agadez. C'est intéressant de se rendre compte. Par exemple, ils ont mis tous les lettrés musulmans dans la mosquée et ils les ont brûlés avec la mosquée pour les punir parce qu'ils considéraient que c'était une révolte islamique. Ils vont tuer tous les cheptels dans des régions d'élevage. C'est une catastrophe totale. Notamment, ils vont tuer les chameaux. Mais donc, pour les régions sahariennes, jusqu'aux années 1920, c'est pareil pour la Mauritanie, c'est pareil pour le Tchad. Jusqu'aux années 1920, ça reste des territoires qui ne sont pas encore complètement occupés. Et c'est à partir, en gros, des années 1920 qu'on considère que les zones sahariennes sont elles aussi réellement occupées. Et ce massacre que tu évoques, il a eu lieu en 1917 ? Oui. Donc en plein milieu en plein dans la Première Guerre mondiale, alors qu'on est sur des affrontements, on cherche quand même à sécuriser ses intérêts. Voilà, parce que le problème, c'est qu'il va y avoir dans l'Empire français toute une série de révoltes en 1917. Justement, au moment où la France est le plus faible, il va y avoir dans plein d'endroits comme ça des révoltes parce que tout d'un coup, les gens se disent « Ah, c'est le bon moment » parce que une partie des militaires sont ramenés, il y a tout d'un coup moins de militaires, on voit et donc ils vont se dire c'est le moyen de réussir à acquérir notre liberté. Mais donc ce qui s'est passé là, c'est passé dans plein d'autres endroits. Alors une fois la conquête passée, qu'est-ce qui a été mis en place ? Comment est-ce qu'on gère cette administration coloniale ? Alors ça reste complètement différent d'un lieu à un. Pour vous donner
Pour vous donner une idée, parce qu'on dit souvent la colonisation a construit des routes, des hôpitaux, des écoles. Bah, est-ce qu'elle l'a vraiment fait? C'est pas mon sujet, mais je peux vous dire ce qu'elle a fait au Niger. Au Niger, quand le colonisateur part, il y a 60 kilomètres de routes goudronnées pour un territoire qui fait 2 fois la France. Il y a 3% de taux de scolarisation et dans ces 3% de taux de scolarisation, il y a tous les Français qui sont inclus à l'intérieur. Donc, c'est dérisoire. Quasiment personne n'est passé par l'école en France. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de structure universitaire, il y a même pas un lycée qui a été construit. Donc, il y a à la fois des endroits où la colonisation va être très présente, toujours ces villes, ces endroits où il y a des colons. Et puis, il y a des endroits dont l'objectif est principalement, de construire l'unité de l'Empire sur les cartes et deux, d'être un approvisionnement en matières premières. Et donc, toute la structuration de l'économie de ces colonies, elle est organisée pour que les matières premières soient prises et envoyées vers l'extérieur. L'extractivisme, c'est extrêmement important parce que ça a des conséquences sur ces pays encore aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire que quand il y a des routes, elles sont toujours tournées vers les ports qui permettent ensuite d'emmener les marchandises par la mer jusqu'en Europe. Et donc, ça produit des économies qui sont entièrement tournées vers l'extérieur et qui ne sont pas du tout tournées vers les populations. On produit aussi, par exemple, des économies. Au Niger, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire du Niger l'équivalent du Sénégal et de faire produire des cacahuètes. On se dit, la seule chose qui est intéressante là-bas, c'est les cacahuètes. Bon, tant pis si les gens dans la région ne mangent pas de cacahuètes. On va leur en faire cultiver des milliers de tonnes qu'ensuite on pourra revendre et exporter et qui seront intéressantes pour nous. Mais ça produit des effets sur ces, à la fois écologiques et aussi sur les structurations de ces sociétés. Il y a aussi un élément qui est important à comprendre, c'est la violence symbolique de ce qu'est la colonisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une société où il y a des gens qui sont des étrangers et qui considèrent que vous êtes des arriérés et qui vont construire toute une structuration sociale, une structuration mentale qui vous explique que vous n'êtes rien, que vous ne valez rien et que la seule chose que vous valez, c'est ce que le blanc va vous apprendre à faire. Ça produit des effets aussi profonds sur ces sociétés, une violence profonde sur les individus qui est toujours là. Et ça produit aussi des effets sur nous, parce que ça produit un racine qui reste en nous parfois sans qu'on s'en rende compte. Ce nombre de colons, il va rester très réduit ou il va augmenter à un moment donné ou pas du tout? Alors, au Niger, en gros, par exemple, dans les années 1900, où on considère ça y est, la région est bien occupée, il y a 250 militaires pour un territoire, 250 militaires et administrateurs. Donc, tous les Français qui représentent la colonisation française, c'est 250 personnes pour un territoire qui fait 2 fois la France. Donc, ça reste dérisoire. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a environ 500 Français. Mais là où ça va exploser, c'est après le début de la guerre d'Algérie. Il y a plus de militaires français en 1959, à la veille de l'indépendance. Là, il y a 3000 Français. Et il y avait plus de Français il y a 5 ans pendant l'opération Barkhane qu'il y en avait pendant la majorité de la colonisation. En fait, c'est au moment où le territoire est considéré comme stratégiquement important pour des choses qui ne concernent pas toujours le Niger, qu'il va y avoir des militaires français. Sinon, c'est une occupation coloniale qui va se passer avec très peu d'hommes. Mais c'est la même chose au nord du Nigeria. Les Britanniques sont extrêmement peu nombreux. Dans toutes ces régions déjà assez structurées avec des États qui sont arides, semi-arides, difficiles, ils vont s'allier avec les structures politiques qui existent. Et une partie de la colonisation va être déléguée aux structures politiques existantes. Oui, c'est ça. Donc, on casse pas tout au niveau administratif. On se contente, entre guillemets, de foutre la pression et de récupérer ce qui existait déjà, quoi. Voilà. Et ça n'empêche pas d'exercer la violence. C'est-à-dire que dès qu'il y a une forme de résistance, là, on va exercer la violence.
avec des pratiques qui sont assez spécifiquement coloniales, hein. Par exemple, les punitions collectives, c'est quelque chose qui est vraiment important, dans le fonctionnement de la colonisation, hein. Ça produit des effets sociaux aussi importants, hein. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il va y avoir un petit groupe qui décide de se révolter, on va punir des villages entiers, et donc ça produit aussi des tensions à l'intérieur de la structuration sociale. Et parce qu'à 250, pour gérer un territoire aussi énorme, on se demande comment cette répression, finalement, elle a pu s'opérer partout. Parce qu'on imagine qu'il y a tellement de gens sur le territoire qu'au final, dans beaucoup d'endroits, les gens qui vivaient sur place n'ont pas été confrontés quotidiennement aux colonisateurs, en fait. Non, tout à fait. Dans la plupart des endroits, les populations ne sont pas confrontées quotidiennement. Ça n'empêche pas qu'elles n'ont pas expérimenté la violence. Oui. Par exemple, le classique, c'est la réquisition et le travail forcé, qui sont très importantes dans le fonctionnement. Alors, une chose que j'ai pas encore dit, c'est que là, je me permets de citer le travail de Denis Cognot, parce qu'on dit aussi les colonisateurs ont beaucoup investi, ça a coûté très cher à la France. Lui, c'est un économiste qui fait de l'histoire économique, et il a démontré qu'en fait, l'investissement de la France dans les colonies avait été dérisoire. Ce qui est très important, c'est qu'il faut comprendre qu'en fait, c'est les colonisés qui payent pour leur propre colonisation. Le principe est que chaque territoire est autonome financièrement. Donc, tout ce qui est dépensé sur le territoire n'est lié qu'à ce que le territoire rapporte. Mais à l'intérieur de ce coût de dépenses, il y a tout le coût de l'administration coloniale. Et donc, les colonisés payent majoritairement un impôt pour qu'ensuite pouvoir payer les administrateurs, les maisons construites par les colonisateurs, et ainsi de suite. En gros, on considère que la France a dépensé 1% de son budget par an sur l'ensemble de la période coloniale. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces 1%, 80% est destiné d'abord aux dépenses militaires. Donc, la colonisation se paye elle-même. Et les investissements sont d'abord des investissements des colonisateurs pour payer l'armée, les militaires, la colonisation. Et donc, dans un territoire comme le Niger, où le colonisateur considère que ça ne rapporte rien, parce que tout ce qui était échangé dans les circulations transsahariennes dont on a parlé, c'est des choses qui n'intéressent pas les colonisateurs. Par exemple, les colonisateurs considèrent que le mil, qui est le grain principal de cette région, qui est la richesse de la région, est un grain inutile, parce qu'il n'est pas exportable, parce que... Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on considère que le mil serait là extrêmement intéressant, parce qu'on peut en produire beaucoup avec très peu d'eau. Mais à l'époque, les colonisateurs considèrent que c'est un truc qui ne sert absolument à rien. Et donc, comme il y a cette idée que c'est un territoire inutile, le budget est très faible parce qu'on met peu d'administrateurs, parce que de toute façon, il n'y a pas assez de richesses produites pour les pays. Et j'avoue, j'ai oublié la question. En gros, on partait du principe que les colonisateurs, enfin, que les colonisés n'étaient pas confrontés quotidiennement aux colonisateurs. Donc, quand tu dis qu'il y a à peu près 250 à 500 Français après qui sont chargés de l'administration du territoire, il y a encore des troupes coloniales, par exemple du Mali, qui peuvent servir de bras armés en cas de répression ou non? Ça se fait plus trop. Ça se fait plus trop. Après, ils construisent il y a des tirailleurs qui sont recrutés localement. C'est vraiment pendant... il faut vraiment qu'il y ait une crise énorme pour qu'il y ait des troupes qui viennent de l'extérieur. Normalement, ils sont des tirailleurs qui ont été recrutés localement. Et ils ont une police qui est recrutée localement. Donc ça auprès des colonisés. Et ça fonctionne à peu près. Non, ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est pas du tout la même chose en fonction de là où on vit. Donc, je vous le disais pour l'Algérie, mais c'est la même chose pour le Niger. En gros, les gens qui subissent le plus la colonisation, c'est les gens qui vivent en ville, qui sont au plus près des colonisateurs, ou c'est les gens qui sont dans des régions où on produit des marchandises qui sont intéressantes pour le colonisateur. Par exemple, les endroits où on produit ces cacahuètes, où là, il va y avoir une pression administrative pour leur faire produire ce genre de choses-là. L'autre chose, par exemple, qui peut vous tomber dessus, c'est qu'il peut y avoir, si on construit une route, ils vont dans les villages et ils prennent tous les hommes valides et ils sont obligés de travailler pendant 1 an pour construire cette route. Bon, en hiver, ça arrive pas souvent parce qu'il n'y a pas de route. Mais voilà, tout le travail fonctionne sur des formes de réquisition forcée, et ça produit des effets parce qu'après les gens, d'abord, le travail forcé, c'est un travail qui est violent, qui est
là où les colonisateurs utilisent la violence pour le faire réaliser. Mais ça produit aussi que vous n'êtes pas dans vos champs pour cultiver, vous n'êtes pas dans votre famille. Donc, ça produit aussi des désorganisations de la région. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les archives des colonisateurs, on voit aussi, pour le cas du Niger, pour une part, leur grande puissance. Par exemple, voilà, il y a des rapports, je me souviens au début des années du XXe siècle, je pense que c'est vers 1910, où l'administration de la colonie du Niger écrit au commandant de cercle. Donc, c'est le commandant de la région d'Agadez en disant bon, il y a beaucoup trop de gens qui traversent la frontière du Niger et d'Algérie, il faut que vous alliez surveiller cette frontière. Et le commandant de cercle répond écoutez, moi, je suis seul avec mes 30 tirailleurs pour une région, pour toute la région d'Agadez. Il faut se rendre compte que c'est énorme, la région d'Agadez. C'est quasiment, je crois que c'est près d'1 million de kilomètres carrés. C'est toute une région désertique qui contient à l'époque Bilma. En gros, c'est tout le désert. La frontière du Niger et de l'Algérie, elle fait 1000 kilomètres. Comme je suis seule à Agadez, si je pars avec mes tirailleurs pour faire une patrouille le long de la frontière, je pars pendant 3 mois. Et donc, il n'y a plus aucun Français dans la ville pendant 3 mois. Donc, comment je fais? Est-ce que vous pouvez m'expliquer concrètement comment c'est possible de réaliser ça? On a plein d'exemples de ce type-là. À un autre moment, les Français veulent donner des permis de circulation à l'intérieur de la OE. Et là, un des commandants de cercle d'une région qui est une région pour leur pourtant où il y a une administration assez conséquente, répond mais vous êtes sympa avec votre nouvelle circulaire, mais moi j'ai pas de papier. Donc comment je fais pour donner des permis de circulation à tous les gens qui veulent partir de mon cercle si j'ai pas de papier à leur donner? Donc d'abord envoyez-nous du papier et puis après on réfléchit à comment on peut organiser ce genre de choses. Donc voilà, il y a aussi, et ça c'est très important, ça a été montré depuis longtemps, notamment par Frédéric Cooper, une décorrélation entre le discours colonial et la réalité concrète sur le terrain dans la colonisation. Et c'est important parce que nous, on est parfois complètement pris par le discours colonial. On voit que des colonisateurs puissants partout, tout le temps, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui, mais c'est assez étonnant tout ça et ça vient renforcer un peu ce que tu disais tout à l'heure de l'importance du choc psychologique quand il débarque. Parce que pour quelqu'un comme nous, comme toi et moi, qui n'avons pas vécu la colonisation, qui n'ont pas été terrorisés, qui n'ont pas vu leur village cramé et leurs proches massacrés, on a du mal à se dire mais comment est-ce qu'une population aussi dense peut se plier à 200 types, quoi. Alors, je vois la fiche d'Andorre derrière. Je trouve qu'il rend assez bien ça aussi, dans Andorre. Voilà, comment le poids de l'empire, de la violence dont on sait qu'elle peut arriver, elle a tendance à terroriser, quoi. Elle a tendance à... Et ça, on le voit aussi dans les sources, hein, et les colonisateurs jouent là-dessus. Il y a toute cette idée, par exemple, qu'ils font régulièrement des cournées pendant les périodes qu'ils appellent les périodes de pacification. Alors là, il y a son vocabulaire hyper important. Enfin, moi, je n'utilise jamais le terme de pacification parce qu'en fait, pacification, ça veut dire aller dans un village et soit faire une répression policière extrêmement violente, soit même parfois faire un massacre. Donc, il y a une contradiction entre le terme et ce qu'il exprime. Mais il y a toute cette idée, par exemple, très régulièrement d'aller se montrer en armes dans les villages, d'arriver par surprise et de se déplacer avec les tirailleurs, juste pour leur montrer, voilà, on est là et si on voulait, on pourrait faire la violence à tout instant. Voilà. Concrètement, une fois la colonisation faite, l'administration en place, ça s'est passé comment pour le Niger? Une fois que la colonisation est en place, on rentre dans une forme de routine administrative avec des régions qui arrivent à garder, qui continuent à pouvoir vivre sans trop de violence et des régions qui sont plus touchées. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a aussi plein de stratégies des populations. Ça, c'est un point très important et très intéressant aussi pour nous qui faisons de l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la colonisation, c'est de voir comment les populations, malgré toute cette violence, malgré cette pression, elles ont tout le temps des stratégies qui leur permettent de garder leur propre espace. Alors, ça peut être parce qu'il y a toute une vie qui échappe complètement aux colonisateurs. Une chose toute simple, hein, par exemple, c'est que les colonisateurs ne parlent pas les langues africaines. Comme je vous l'ai dit, ils viennent pour 2 ans, pour 4 ans. La plupart du temps, ils n'apprennent pas les langues. Et donc, il y a toute une partie de ce monde qui leur échappe complètement.
Et donc, ça fait qu'on peut très facilement aussi les arnaquer, leur faire croire certaines choses, leur dire certaines choses. Et puis, en fait, c'est pas la réalité. Il y a un collègue qui a travaillé sur un souverain au tout début de la colonisation au Niger qui s'appelle Aouka. Et ce souverain Aouka, en fait, il n'était pas du tout censé arriver au pouvoir. Il était même d'une branche de la dynastie qui n'aurait jamais dû arriver au pouvoir. Mais ils voient les Français arriver, et ils veulent les voir et leur disent c'est moi le chef. Et à partir de là, les Français disent bon, ok, c'est lui le chef. Alors évidemment, les vrais chefs ne sont pas contents, mais bon, une fois qu'il est en lien avec les Français, ben, ils sont un peu obligés de faire avec. Et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Il va utiliser les Français pour conquérir toute une région. Alors il va dire aux Français, ah bah ce village-là, il nous appartient depuis des années, mais ils veulent jamais payer l'impôt et ça serait bien que vous alliez leur faire une petite répression. Et les Français vont faire une répression pour Aouta, alors qu'en réalité, ce village n'a jamais appartenu au territoire de Dosso. Ça correspond à la ville de Dosso. Et il réussit grâce à ça à construire toute une région et à devenir un chef très puissant. Et par exemple, dans cet état de Dosso avant la colonisation, le pouvoir, il tournait entre trois familles. Et lui, il arrive à construire le fait que maintenant, le pouvoir n'est plus qu'à l'intérieur de sa famille et tous les autres sont exclus. Et tout ça en utilisant la France. Bon, là, c'est les souverains. Mais on a aussi plein de toutes petites stratégies des populations locales. Je vous ai dit, donc, elles s'attaquent sur la frontière. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas, ils bougent leur village de l'autre côté. Et ça, on a plein de rapports, par exemple, dans la région de Tawa, au Niger, où l'administrateur colonial raconte qu'il a voulu aller chercher l'impôt cette année et qu'il s'est rendu compte que le village auquel il voulait aller chercher l'impôt, il était passé avec toute sa population et même le même nom de l'autre côté de la frontière, à 6 kilomètres. Et donc, il ne peut plus aller les chercher parce que maintenant, ils habitent en territoire britannique. Donc, le village s'est déplacé, il a toujours le même nom, c'est toujours les mêmes populations, mais les gens se sont juste déplacés de 6 kilomètres. Il y a une histoire qui est assez amusante, c'est par exemple un administrateur colonial qui raconte dans son récit de souvenirs que dans les années 30, on lui demande d'aller d'aller faire une tournée de recensement chez les Boudouma. Les Boudouma, c'est une population hyper intéressante, c'est des nomades lacustres. Ils se déplacent à l'intérieur du lac Tchad, d'île en île, et d'île en île. Et le plus intéressant, c'est que c'est des éleveurs. Et donc, leurs vaches, elles se déplacent, elles aussi, d'île en île, elles nagent, elles ont des très grosses cornes, et elles nagent d'île en île. Et donc, on l'envoie, et parce qu'on lui a dit de faire un recensement. Son commandant de cercle, lui, il est son adjoint, il lui dit, écoute, on va faire comme les autres années. Moi, je demande au chef des Boudouma, et il me dit combien il en a, et je respecte ce qu'il me dit. Lui, il raconte dans ses souvenirs, moi, j'étais jeune, je me suis dit, non, je vais aller compter combien il y a concrètement de Boudouma. Donc, il prend un informateur qui l'emmène et il lui dit, c'est faire ma tournée, vous allez m'emmener dans tous les villages où il y a des Boudouma. Et donc, d'abord, il commence et il va d'île en île et il n'y a personne. Il arrive sur les îles, il raconte, le feu est encore fumant, les gens étaient en train de se faire à manger, mais ils sont partis, il les trouve pareil. Donc, pendant 3 jours, il fait ça, il va d'île en île, il n'y a personne. Il finit par se fâcher et il dit à la personne qui est avec lui, bon, maintenant, ça suffit. Donc, ça fait 3 jours que tu me balades. Je n'ai pas rencontré un seul Boudouma. À partir de demain, je veux que tu me fasses rencontrer des Boudouma et que je les recense. Et le lendemain, direct, la personne l'amène dans des villages où il y a plein de Boudouma. Donc, il est hyper content. Il dit, ça y est, je vais pouvoir faire mon recensement. Mais il se rend compte qu'il est dans un village où tous les Boudouma qu'il rencontre appartiennent à l'Empire britannique. Ils ont tous un papier. Donc, il finit par rentrer à Difa, vers le commandant de cercle, et il raconte cette histoire. Et le commandant de cercle lui dit, mais je t'avais dit que c'était pas la peine. Il faut juste écouter ce que dit le chef des Boudouma. De toute façon, voilà, on n'y arrivera pas. Et puis, en plus, tu vas créer des incidents diplomatiques. Tu es rentré en territoire britannique. Maintenant, les Britanniques vont envoyer une lettre jusqu'à Niamey. Ça va remonter jusqu'à Dakar et ça va faire toute une histoire. À partir de maintenant, tu m'écoutes. On va simplement prendre les informations qu'on va nous donner. Donc, on voit cette complexité avec des endroits qui échappent complètement au contrôle colonial et des endroits qui sont au contraire sous une pression et une violence coloniale très forte. Alors, je me doute qu'on s'écarte peut-être un peu de tes domaines de recherche, mais quand est-ce que cette région elle a été décolonisée? Comment ça s'est passé? Alors, comme le reste de l'Afrique de l'Ouest, en 1950, il y a toute une... enfin, évidemment, vous avez déjà Guinée la dernière fois, donc là, c'est le cas différent. Enfin, c'est pas si différent parce qu'au Niger, en 1958,
il y a eu un mouvement extrêmement important pour dire non au référendum, avec notamment un chef du territoire à cette époque-là, qui s'appelait Djibo Bakary, qui est décrit dans les archives coloniales à la fois comme un musulman fanatique et comme un communiste dangereux. Hein, c'est une association qui les terrifie, hein, les islamo-communistes, ils les appellent pas comme ça, hein, mais quasiment. Et qui est un syndicaliste qui, lui, est concernant au référendum, mais il a des positions assez fermes pour une décolonisation qui serait une vraie rupture avec la France, en toute amitié, mais une vraie rupture. Et là, il va y avoir un collègue qui a travaillé sur ce référendum appelle ça le premier coup d'État organisé par la France de la période des coloniales, en 1958. Les Français vont forcer les gens à voter oui au référendum. Moi, j'ai rencontré un ancien administrateur colonial qui m'avait dit que son chef lui avait dit, il était militaire, son chef lui avait dit, c'est simple, tu fais ce que tu veux, si tu veux, tu fais voter les chèvres, mais à la fin, dans ta circonscription, on est voté oui. Oui, alors juste pour resituer, le référendum, c'est qu'à cette époque-là, il y a un référendum envoyé dans toutes les colonies en disant est-ce que vous voulez rester avec nous ou pas? Voilà. Pardon, désolé. Typiquement, j'ai oublié ça. Donc, le référendum de 1968. On veut appartenir à la communauté française, qui est une communauté un peu, pas exactement, on est sur le modèle du Commonwealth où on reste ensemble, mais dans des formes qui changent, ou est-ce que vous voulez l'indépendance tout de suite? Le seul pays qui a demandé l'indépendance tout de suite en disant non, c'est la Guinée de Sékou Touré. Et le Niger, un des arguments des administrateurs coloniaux, et d'après ce qu'on dit de De Gaulle, aurait été de dire impossible qu'il y ait des communistes aux frontières de l'Algérie en pleine guerre d'Algérie. Donc, impossible que ce territoire dise non et sorte du giron français. Et donc, il y a vraiment eu une action claire des militaires français pour forcer les gens à voter oui. Autre élément important, ils ont payé aussi. Ils ont payé notamment ce qu'ils appellent les chefs traditionnels. Ça aussi, un administrateur colonial m'a raconté comment les gens arrivaient avec des liasses de billets qui avaient été distribués pour pousser les gens à voter. Et donc, à partir de là, le territoire Djibo Bakary est écarté, son parti est interdit. Il y a une répression qui va être extrêmement forte dans ces années-là. Et le chef de territoire va être le futur président, Diori Amani, qui va remplacer Djibo Bakary. Et c'est lui qui mettra en place l'indépendance. Une indépendance qui va être extrêmement proche de la France, notamment parce que ce Diori Amani doit son pouvoir largement au fait que son principal opposant a été écarté par les militaires français. Mais donc le référendum a obtenu le oui, et ensuite le nouvel arrivant a dit bon, on prend quand même notre indépendance. Ah non, en 60. En 60, ils ont attendu 2 ans que ça soit. Ouais. Non. Non, il est devenu chef du territoire, à l'intérieur de la communauté française, et il est devenu un allié très important des Français à partir de cette époque-là. Alors, bien sûr, on a parlé de situations différentes dans cet entretien, mais on s'est focus sur le Niger. Pour le coup, cette colonisation, tu le disais, elle ne s'est pas passée partout de la même manière. Et peut-être que le ressenti des populations a été aussi différent, du coup, en fonction des zones. Est-ce que la mise en place de l'administration coloniale qui s'est passée au Sahel, ça s'est passé à peu près pareil dans les autres pays, Côte d'Ivoire, Mali, Algérie? Alors, c'est un point qui est assez intéressant parce que ça permet de comprendre plein de choses du Sahel aujourd'hui. Ça n'a pas du tout été la même chose, même à l'intérieur du Sahel. Et étonnamment, la colonisation telle qu'elle a été mise en œuvre n'a pas du tout été la même au Niger et au Mali, au Burkina Faso, par exemple. La colonisation du Niger, elle est beaucoup plus proche de la colonisation de la Mauritanie ou de la colonisation du Tchad, qui sont des régions, pour le Tchad, par exemple, qui appartenaient à l'Afrique équatoriale française, donc pas à l'intérieur du même empire. Et la décolonisation va être aussi différente. Donc, c'est, par exemple, tout bêtement, ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso,
On considère que c'est un territoire qui ne sert à rien économiquement, comme le Niger, donc là c'est proche, mais on considère par contre que c'est un réservoir de main-d'œuvre énorme, que ceux qui sont aujourd'hui des Burkinabés sont des excellents travailleurs, et que donc ça peut servir de réservoir de main-d'œuvre pour les territoires à côté. Et donc, on va construire une colonie dont le but est de servir de masse de travail qui peut être envoyée d'un endroit à un autre. Tellement qu'en 1927, on va décider de faire exploser la colonie du Burkina Faso et de donner une partie au Mali, une partie à la Côte d'Ivoire et une partie au Niger, en particulier parce qu'une grande partie des travailleurs de ce qui est aujourd'hui le Burkina allaient régulièrement travailler dans la colonie de Côte d'Ivoire ou dans la colonie du Mali. Et on se dit, bon, ce serait plus logique de mettre les gens là où ils travaillent vraiment. Alors évidemment, en fait, les populations se rebellent, il y a des élites qui vont demander que le territoire soit de nouveau unifié en ayant des arguments historiques, en disant mais non, en fait, on a toujours été ensemble, ça n'a pas de sens ce que vous avez fait, donc il va y avoir une résistance sur ce point-là. Mais on voit que là, la logique coloniale n'est pas la même qu'au Niger, où on va considérer qu'en plus les populations sont trop molles, pas assez travailleuses, assez inutiles, trop rebelles, donc de toute façon, on ne peut même pas les faire travailler, puis ça va. Le Mali, c'est encore différent parce que le Mali, c'est un territoire dans lequel les Français sont beaucoup plus présents que le Niger et dans lequel leur emprise va être beaucoup plus forte. Ce qui, par contre, est pareil dans tout le Sahel et qui va avoir des effets sur nos contemporains, c'est notamment que les populations nomades et les populations sédentaires ne sont pas du tout traitées pareil par la colonisation. Et je vous l'ai dit, les populations nomades, elles vont très longtemps être occupées concrètement. Pendant très longtemps, elles vont être considérées comme des rebelles et comme des dangereux. Ça va produire un effet important, c'est qu'elles ne vont jamais être soumises à l'obligation scolaire. Donc, les populations nomades au Niger, au Mali, en Mauritanie ne sont pas envoyées à l'école. Donc, n'apprennent pas le français, donc ne savent ni lire ni écrire en français. Sauf qu'au moment de l'indépendance, ça produit le fait qu'il n'y a quasiment aucune élite qui soit alphabétisée en français et qui donc puisse rejoindre les élites internationales qui vont devenir les élites de l'indépendance. Et là, il va y avoir deux choix différents. Au Niger, on va choisir de prendre des gens, même s'ils ont Bon, vous allez me dire, de toute façon, au Niger, il y a tellement peu de taux de scolarisation qu'il y avait quasiment aucune élite quand ils sont partis. C'est-à-dire qu'il y avait personne, il y avait quasiment personne. Je crois qu'il y avait 3 Nigériens qui étaient allés au-delà du bac. Donc, il n'y a aucune élite qu'ils ont formée au Niger. Alors, il y a plein d'élites en langue arabe, mais voilà, c'est un État qui fait un État francophone dans lequel, pour gérer l'administration, il faut quand même avoir de place de français. Et donc, le choix au Niger, ça va te dire, tant pis, on prend quand même des nomades. Et dans tous les gouvernements, ils ont quand même mis des nomades, ils ont quand même mis des Touaregs. Dans toutes les administrations, ils ont cherché à former des gens. Tandis qu'au Mali, ils vont construire des administrations où les Touaregs vont être complètement exclus du système. Et ça va produire ensuite un ressentiment extrêmement fort qui va déclencher des rébellions au Niger comme au Mali, mais avec des effets très différents au Niger et au Mali, notamment parce que il y avait une inclusion des élites de toutes les régions du pays au Niger, ce qui n'a pas du tout été la même chose au Mali. Et alors, au niveau du ressenti des populations, est-ce que, en fonction des différentes colonies, il y a la question est peut-être maladroite, mais des gens qui ont mieux vécu la colonisation enfin des populations qui ont mieux vécu la colonisation que d'autres. Peut-être parce qu'il y avait une priorité économique, par exemple, des Français, qui fait qu'on traitait mieux les populations locales. Ça s'est pas fait à l'échelle d'une population. Et ça, c'est un discours qu'on entend parfois dans certains pays où on va dire, de toute façon, par exemple, il va y avoir un discours dans le Sahel de dire les Touaregs ont été mieux traités. Parce que ils n'ont pas été à l'école, parce qu'on les a pas forcés à aller à l'école, on les a pas forcés à être soldats non plus. Donc il y a pas de tirailleurs pareil aux morts mauritaniens, par exemple. Après, ils appartiennent quand même aux compagnies méharistes, mais c'est pas exactement la même chose. Mais en fait, c'est toujours ambivalent parce que ça a aussi produit des effets, d'autres effets. Et on pourrait dire que en même temps, certaines populations nomades ont eu une violence beaucoup plus forte parce que comme elles ont résisté plus longtemps, elles ont été massacrées très violemment avec, par exemple, pour le cas du Niger,
Alors, les sociétés pareilles étaient des sociétés extrêmement inégalitaires, avec notamment une élite guerrière qui ne travaillait pas et qui vivait sur le travail des esclaves, hein, des, des populations asservies qui les nourrissaient. Hein. Par exemple, voilà, ils ne travaillaient pas du tout, mais ils étaient ceux ils allaient à la guerre. Leur métier, c'était d'aller à la guerre. Et comme ils ont été à la guerre, il y a quasiment toute voilà, une très importante portion des élites masculines nobles touaregs qui a été tuée dans les conflits avec les Français. Donc, ça a été extrêmement violent pour eux aussi de ce point de vue-là. Il y a un point dont on n'a pas parlé aussi et qui est pourtant fondamental dans la colonisation, c'est qu'il y a une partie de la population qui a énormément souffert, c'est les femmes. Parce que il y a une prédation sexuelle au sein du système colonial qui va être extrêmement importante. Alors, comment ça va se traduire? Ça va se traduire par le fait que des colonisateurs font leur marché sexuel auprès des jeunes filles, avec une dimension qui est d'une violence terrible, qui est que comme ils ont peur des maladies vénériennes, ils préfèrent les très jeunes filles, idéalement vierges, parce que ça leur donne l'impression qu'ils seront moins susceptibles aux maladies, mais ça produit voilà, une violence sexuelle qui est très importante. Alors, en plus, elle touche beaucoup les mêmes populations qui étaient déjà soumises à la prédation sexuelle. C'était déjà les jeunes filles esclaves qui avaient le plus de risques d'être agressées. Et dans le système colonial, ça va aussi largement se reproduire. Et donc, voilà, c'est cette violence sexuelle à l'égard des femmes, elle a été très importante. Ouais, enfin, de toute façon, tous ces sujets terribles pourraient faire l'objet d'un live à part entière à chaque fois. Les différents aspects de la colonisation sont assez nombreux et terribles pour que on fasse de nombreuses émissions qui nous mettent tous de bonne humeur, j'en suis sûr. Alors, quelles ont été les conséquences de ces colonisations sur les pays africains? Bon, alors, il y a à la fois beaucoup de conséquences et il y a aussi des choix qui ont été faits par les élites au moment des indépendances, qui ont reconduit une partie des choix de la colonisation. Ça, c'est important. Moi, je suis plutôt... enfin, la colonisation a eu des effets terribles, on les a décrits, mais il y a aussi une partie des élites au moment des indépendances qui ont choisi de continuer à travailler avec la France, qui ont choisi de continuer à avoir des relations illégales avec la France, qui avaient des conséquences sur leur population. Qui ont choisi notamment de maintenir les tracés des frontières coloniales alors qu'une partie de la population voulait les bouger. Mais c'est une dimension assez terrible, c'est que d'une certaine manière, la dimension inégalitaire des relations liées à la colonisation, elle a continué après la colonisation. Mais il faut dire aussi que l'indépendance, si on prend le Niger, au Niger, donc comme je l'ai dit, il y avait trop peu d'élites qui avaient été formées. Et donc au moment où l'indépendance du Niger est proclamée, dans la plupart des cercles, c'est des commandants de cercle français qui proclament l'indépendance et qui sont toujours au pouvoir après la colonisation. Alors on les appelle plus des colonisateurs, ils deviennent des coopérants. Mais dans un pays où il n'y a aucune élite, pendant très longtemps déjà, la colonisation ne va pas aboutir au fait que les élites coloniales vont être entièrement remplacées. Et donc, il va falloir longtemps. Et c'est pour ça que dans certains pays, il y a eu des épisodes aussi de violence avec des coups d'État parce que les populations ont voulu renverser leurs élites pour mettre à leur place des gens qui seraient moins liés à la France, qui seraient moins liés aux intérêts économiques français. Malheureusement, souvent, ceux qui les vont remplacer sont aussi devenus très proches des colonisateurs français, très proches des intérêts français. Donc, sur les indépendances, il y a une énergie extraordinaire, très importante, avec des élites qui ont cru à l'avenir. Et il y a eu ensuite toute l'idée que finalement, il valait mieux un parti unique, que les pays n'étaient pas prêts. Et il va y avoir souvent un verrouillage de la vie politique qui va être très important. Et on a surtout des systèmes économiques qui restent complètement extravertis, entièrement tournés vers l'extérieur. Toutes ces routes qui amènent vers les ports, toutes ces économies qui sont fonctionnées pour nourrir
des intérêts économiques qui sont pas ceux de ces pays-là. Et pour l'instant, on n'a pas encore complètement retransformé ces structures-là. Et alors, ça a eu des conséquences du coup sur ces pays colonisés et sur l'Occident, sur l'Europe. Quelles conséquences ça a eu? Alors moi, je trouve que c'est une question sur laquelle il faut qu'on réfléchisse dans les prochaines années. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, je me rends compte que la plupart des gens ont l'impression qu'en fait, c'est assez lointain et que ça n'a eu des conséquences que sur les colonisés. Mais comme je vous l'ai dit, les administrateurs, les militaires, ils font toutes les choses que je vous ai racontées et puis au bout de 2 ans ou au bout de 4 ans, ils rentrent chez eux, ils rentrent en France et la violence, quand elle a été produite, elle a un effet à la fois sur sur lesquels on l'exerce, mais elle a aussi un effet sur ceux qui l'ont exercée. Et il y a une vraie question à poser sur quel effet ça a eu sur nous en tant que société française. La deuxième chose extrêmement importante, c'est de se dire, en fait, c'est pas lointain. On a quasiment tous dans nos familles, soit quelqu'un qui a eu des liens économiques avec la colonisation, soit quelqu'un qui a eu des liens militaires avec les colonisations, d'un côté ou de l'autre. Ça peut être parce que beaucoup d'entre nous sommes aussi des descendants de gens qui ont été colonisés, mais ça peut être aussi des liens parce qu'on a un grand-oncle qui a été quelques années militaire dans tel endroit ou qui a fait la guerre d'Algérie. En fait, ça nous touche beaucoup plus qu'on ne le mesure. C'est pas une affaire lointaine, c'est une affaire qui construit ce qu'est la société française, qui construit son économie, qui construit sa structuration, son rapport avec la police, qui construit son rapport avec les populations qui sont aujourd'hui racisées, donc considérées comme noires ou arabes, qui construit notre rapport à l'islam, l'obsession française pour la question du voile et pour l'islam. Quand on est quand on travaille sur la colonisation, on la voit dans les archives, elle est d'abord coloniale. Et ça, il faut, à mon avis, qu'on arrive à se questionner sur quels effets ça a eu aussi sur nous en France. On se demande beaucoup quels effets ça a eu sur les populations qui ont été colonisées, mais sur nous, voilà. Et puis moi, j'aimerais qu'on construise aussi une histoire de la France au 19e et au 20e siècle, dans lequel on raconterait combien la colonisation construit tout ce qu'on a été au 19e siècle et au 20e siècle. On arrive à la fin de cet entretien, Camille, où on a abordé pas mal de choses et en même temps, on aurait vraiment pu aller plus loin sur plein de sujets. Pour ceux qui veulent aller plus loin, justement, est-ce que tu aurais des références bibliographiques, des docus à conseiller? Ben, j'en ai conseillé quelques-uns auxquels on peut renvoyer au lien, mais c'est vrai que j'ai conseillé des choses qui étaient plutôt sur la société africaine. Donc, je suis un peu, ambivalente parce que je trouve qu'il n'y a pas encore un documentaire qui rendrait la complexité de ce que je vous ai dit. Parce que je trouve que si on voit la colonisation uniquement du point de vue de la violence, on perd quelque chose. Si on voit la colonisation uniquement du point de vue de la résistance des populations colonisées, on perd quelque chose. Et je trouve qu'on n'a pas encore réussi à rendre complètement heu, cette complexité entre à la fois comment les inégalités au sein des sociétés ont joué aussi sur la manière dont la colonisation s'est construite, mais aussi comment c'est pas une affaire des lointains et une affaire aussi de nous aujourd'hui. Heu, donc voilà, moi ce que je vous conseillerais, c'est de lire des livres de la littérature, notamment de la littérature africaine, Chinua Achebe, Le monde s'effondre, ou alors à Amadou Hampâté-Bâ, Mpoulen l'Enfant-Peul. Il y a une littérature africaine qui, dans les années 80-90, a raconté qu'avait été l'effondrement d'un monde et l'arrivée des colonisateurs d'une manière qui est lumineuse, pour comprendre ces questions-là. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, on retrouvera ta sélection dans la description podcast et YouTube. Voilà. Toi, tu bosses sur quoi actuellement? Tu as le droit de nous dire ou pas? Oui, alors moi je dirais qu'il y a un projet européen sur les langues africaines, les documentations en langue africaine du 18e et du 19e siècle pour écrire l'histoire sociale du continent africain. Et là, on publie avec un collègue linguiste originaire de la région qui s'appelle Aria Wagana, un livre fin juin, qui est une édition de source de documents qui ont été collectés au Caire au début du XXe siècle auprès d'un lettré musulman qui a donné des centaines de chansons, de proverbes et aussi de récits historiques, donc un récit en langue haoussa qui raconte l'arrivée des colonisateurs français à Zimbabwe. Donc, on a retraduit ces textes et on a essayé de raconter cette histoire, et une histoire assez incroyable de
de ce lettré musulman Zinder qui, après l'arrivée des Français, décide de s'installer au Caire pour étudier à la mosquée Al-Azhar et qui rencontre cet Allemand qui, lui, est intéressé par les langues africaines et comment, pendant 10 ans, ils travaillent ensemble pour traduire ces documents. Donc, c'est un livre qui sera en open access parce que comme c'est un projet européen, tout est en open access. Et bien évidemment, on mettra le lien quand ça sera dispo. Un petit mot de la fin, peut-être, tu voulais rajouter quelque chose qu'on n'a pas dit ou qui te tient à cœur? Non, mais je suis vraiment heureuse que vous fassiez là plusieurs sujets autour de la question de la colonisation. Je pense qu'on est à un moment clé. Il y a une sorte de retour en arrière sur ces questions, hein. Dans les années 90, un certain nombre de choses étaient posées et admises. Et là, je crois qu'il faut qu'on revienne et qu'on dise bon, voilà ce qu'a été la colonisation, que la colonisation c'est mal en soi. Et alors, par exemple, il y a tout un discours qui va vous dire ah oui, mais on a construit des écoles. On peut vous donner une image pour vous donner une idée. Ben, vous êtes chez vous, d'un coup, il y a des hommes armés qui débarquent, qui vous disent bah, chez vous, c'est chez vous, maintenant, c'est chez vous. Vous allez dormir dans le jardin. Voilà, et puis ensuite, ils s'installent chez vous. Et ils prennent votre femme et votre fille. Et puis, ils vont refaire la salle de bain et ils vont ajouter un étage. Et puis ensuite, ils partent. Et il faudrait les remercier qu'ils aient construit un étage et qu'ils aient construit une salle de bain. Non, tout ce qui a été produit par la colonisation ne change rien à la violence de ce qui a été le point de départ de la colonisation. Et cette question, on en a parlé, du racisme qui est parfois encore en nous sans le savoir, dans les mots qu'on utilise, dans les manières qu'on a de parler compatriotes français ou des sociétés qui ont été anciennement colonisées. Je pense que voilà, il faut qu'on avance sur ces questions et je crois quand même que l'histoire sert à ça. Merci beaucoup Camille de nous avoir accordé un petit peu de ton temps pour ce sujet sur l'histoire de la colonisation. Merci à vous. Je remercie encore Louis pour la préparation de cette émission. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à très vite. Salut!